Bonsoir à tous, bienvenue pour ce hors-jeu. On est le 23 janvier, très précisément. On est très content, comme d'habitude, d'être avec vous. Merci d'être là sur le chat, merci d'être connectés. Je vous préviens, aujourd'hui, ce soir, c'est une très grosse soirée parce qu'on n'aura pas que hors-jeu au programme. Hein. Vous le savez, vous l'avez vu sur nos réseaux sociaux. On va aussi vous proposer une soirée Toti. Ce sera ici même, dans les locaux de Webedia. Un énorme show match avec deux équipes qui vont s'affronter. On va vous en reparler pendant l'émission, mais ça va être assez énorme. Donc, on va vraiment passer toute la soirée ensemble. Je vous conseille vraiment de vous préparer et de vous mettre dans les meilleures conditions pour vivre tout ça avec nous. En plus, on sera avec toute l'équipe même de hors-jeu ensemble pour passer tout ça. Mais avant ça, bien sûr, l'émission hors-jeu pour revenir sur l'actu foot avec le petit casting là qu'on va vous présenter dans quelques secondes, là même tout de suite. Il y a Zal qui est là. Pourquoi tu me regardes toujours en premier à chaque fois? Je sais pas, j'aime bien. C'est toujours moi, tu j'aime bien lancer vers toi, je sais pas ça. Parce qu'on te voit une fois tous les 2 mois, je pense. Je crois que c'est ça. Dur avec toi. Franchement. Bon, Zal, il se fait rare. Salut Braque, salut tout le monde. Ça va bien? Ça va très bien. Ok, écoute, content de te revoir dans l'émission. Bruce est là aussi, comment ça va? Salut à tous, bon écoute, ça va, je suis en bonne compagnie donc ça va forcément. Oh là là. Non, Pourquoi tu couches ça? Parce qu'on m'a dit dans l'oreillette de le coucher et j'attendais que tu continues. On t'a dit de coucher dans l'oreillette, bizarre, On m'a dit de coucher le livre. On m'a pas dit de coucher, putain, il est chelou lui. Il y a Zach qui est là aujourd'hui, ça va Zach? Bien le bonjour, très heureux d'être là. Très en forme. 3e hors-jeu d'affilée, j'avais dit que dès que je déménage à Paris, je serais tout souvent là. Depuis que t'es devenu un Parisien Aïe. pollué par la pollution. Pollué par la ligne 13 surtout, et ça c'est encore un autre sujet. Je crois bien que c'est la pire ligne de France et même peut-être du monde, la ligne 13. Il y a Kanto qui est là aussi avec nous, comment ça va Kanto? Ça va, écoute, très bien. Voilà, Ouais. moi je suis pollué par rien du tout, un esprit sain dans un corps sain. Oui. Voilà. Ouais, ça doit être ça, ouais. Je crois qu'on est tous d'accord. Raconte-leur l'anecdote du bord de l'autoroute. Ah putain, c'était... Ah oui, et vous arrivez un truc là ce week-end là, qui s'est passé. Et l'autre guignol là, Loris qui est en régie. Je suis pas au courant alors. On est en voiture, on fait passe D ou on fait l'interview du côté du Racing Club de Lens et moi je rempiche un peu, je me réveille et là d'un coup sur l'autoroute, la voiture de location qu'on avait pris, elle commence à brouter. Et Loris qui commence à dire ah mais je comprends pas, il y a 40 km d'autonomie. Sur la réserve. Ça peut pas être une panne d'essence. La voiture elle s'est arrêtée, il n'y avait plus une goutte de zoile dedans. Sauf qu'il était minuit à ce moment-là, on s'arrête sur le bord de la route en pleine autoroute avec des camions de partout, il neigeait. Donc voilà, on a dû passer la rambarde, appeler le dépanneur, attendre un bon une demi-heure, 3/4 d'heure à se peler les burnes. Et voilà, c'était un moment qui nous a unis, mais dont je me serais bien passé. Moi j'étais au bord de l'autoroute et je regardais Manchester City, Tottenham et je vannais Ederson. Moi c'est ça qui m'a fait rire dans l'anecdote, c'est que pendant que vous étiez dans la merde, on me dit ouais Zach il était en train de regarder son match, pépère, il attendait dans la dépanneuse et tout. Total, au calme. C'est très drôle. Et écoutez, heureusement que vous êtes là avec nous aujourd'hui, hein, on vous a pas perdu donc ça fait plaisir. Messieurs, petit rappel, bien entendu cette émission, vous le savez, elle est faite en partenariat avec nos amis de chez Winamax, hein, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur leur Winamax TV. Ils font aussi des émissions comme nous. On a ce petit bonus de bienvenue sur le site donc winamax.fr avec le code hors-jeu10 qui vous permet d'avoir un bonus de 10 € sur votre premier dépôt qui lui est doublé. Donc si vous déposez 100 €, on vous le double derrière en pari gratuit. Et je vous rappelle que les jeux d'argent bien sûr sont interdits aux mineurs et que si vous pariez, il faut parier en étant raisonnable, en se fixant des limites et en se mettant des budgets pour pas trop dépasser. Messieurs, on va commencer par un point mercato aujourd'hui, comme d'habitude, hein, jusqu'à ce que le mercato s'arrête. Et on va donc revenir sur toutes les dernières rumeurs et tout ce qui a été officialisé dernièrement. On commence avec un jingle.
Alors, messieurs, je pense, puisqu'on va commencer tout à l'heure avec ce fameux match Arsenal-Manchester United, un très très beau match qu'on a eu ce week-end, on a été servi. Je pense qu'il y a une recrue dont il faut qu'on parle, c'est Leandro Trossard, parce que on l'a vu, il a fait une entrée quand même assez intéressante du côté d'Arsenal, pour ne pas dire magnifique encore, mais c'est vrai que son impact a été immédiat, en tout cas, ça c'est une certitude. Est-ce que Arsenal a bien avancé justement en allant chercher ce joueur? Bruce, quel effet ça t'a fait de le voir, toi? Bon, après, c'est tôt, on va voir pour juger. Après, il connaît le championnat et tout, donc ça, c'est bien. C'était pas le même prix que Mudryk, qui, on a vu, lui aussi a fait une très bonne entrée. Et bon, on verra, pareil, on va pas s'enflammer, mais ça a l'air intéressant. Voilà, c'était surtout pas le même prix, ça rentrait plus dans leur budget, mais c'est vrai que c'est une recrue intéressante. Après, il va y avoir un peu de concurrence quand même, mais tant mieux, de toute façon, pour Arsenal qui est en train de grandir, il faut de la concurrence. Si tu veux jouer sur plusieurs tableaux, etc., puis tu n'es pas à l'abri qu'il y ait des blessures, donc... C'est un bon joueur et je pense qu'il va bien utiliser son temps de jeu à Arsenal. Même c'est bien, ça permet de mettre un peu de concurrence à Martinelli. Martinelli qui n'a pas fait un hyper grand match hier et qui, ses 2-3 derniers matchs, était peut-être un poil moins en vue. Ça reste un joueur super bon, tu vois, mais avoir quelqu'un derrière prêt à te mettre de la concurrence et à prendre ta place si jamais tu es moins bon et qui peut être pertinent en le faisant sans être trop cher, c'est vraiment bien. En plus, on parlait un peu d'Arsenal. C'est vrai que ces derniers temps, Arsenal, ils ont aussi recruté, alors je vais pas savoir le prononcer, mais Kivior, un truc comme ça, c'est un défenseur central de la Spezia, apparemment un gros décès de Serie A. Donc ces derniers temps, c'est vrai qu'Arsenal, c'est ce que les fans des Gunners me disaient hier dans mon chat, quand leurs transferts se font, on l'apprend que quand limite il est fait. Oui. Et en fait, moi, quand je regarde l'effectif d'Arsenal à l'heure actuelle, vu qu'il reste quand même encore beaucoup de choses à jouer, je pense qu'ils ont besoin d'un milieu. Moi, je pense qu'ils ont besoin d'un milieu. C'était bien de prendre un ailier gauche, ils travaillent, enfin ils connaissent leurs besoins mieux que moi, mais Partey, Xhaka, excellent. L'un des deux se blesse, juste derrière dans le double pivot, c'est El Neni ou Sambi Lokonga, tu vois. Et alors je sais que hier certains me disaient Smith Rowe, machin, c'est pas des mecs qui jouent en double pivot, c'est des mecs qui jouent plus offensif. Pareil, Fabio Vieira, c'est plus offensif, tu vois. Donc je pense qu'ils ont besoin d'un milieu pour peut-être reposer, parce qu'il va avoir encore de la FA Cup, encore de l'Europa League, donc il va y en avoir des matchs. Et si Xhaka se pète, je pense que ça peut être un des trucs risqués. Donc je leur conseille, non, je pense qu'ils ont besoin peut-être un milieu de rotation. La FA Cup, je pense qu'ils vont la tanker d'ailleurs. Pardon ? La FA Cup, ils jouent City, là, c'est ça, Arsenal, si je dis pas de bêtises. City. Je pense qu'ils vont la tanker. Je vois pas trop l'intérêt pour Arteta de vouloir jouer la compète à fond. Il y a un titre de champion à les chercher, donc ça m'étonnerait pas de voir Arsenal un peu dans la rotation et City pouvoir s'en défaire pour le coup. Quanto, tu gardes la main. On parle de Illich du côté de l'OM. D'ailleurs, j'ai cru voir que l'OM était aussi sur Trossard, mais bon, c'était un peu compliqué. C'est ce que j'ai vu. Quand tu as un club anglais qui est en concurrence avec toi, c'est compliqué parce que tu peux pas t'aligner sur l'indemnité salariale et l'indemnité de transfert. Donc déjà, c'est un peu compliqué. Après, oui, Arsenal, on savait, c'est à Chelsea qu'il faut en vouloir finalement pour l'OM, parce que si Mudryk signe à Arsenal, Arsenal n'est pas sur Trossard et peut-être qu'on aurait pu le faire. Ça aurait été vraiment une signature de zinzin. Ça aurait été une signature de zinzin, effectivement. Mais non, le point positif, c'est que tu vois que l'OM est capable d'essayer de commencer à discuter avec de bons joueurs qui commencent à croire au projet. Mofi, là, ils ont lancé Mofi. Écoute, moi je suis preneur. Mofi, j'adore. Nice, il donnait pas assez, un peu moins de 20, il y avait une offre à 18-19, ils en veulent plus. Mofi, moi je suis preneur, ça fait 2 ans que j'en parle. Je pense que c'est un joueur qui est OM compatible de par son profil, donc à voir pour Mofi. Mais ouais, pour revenir à Illich, écoute, je vais pas faire le fin connaisseur, je m'amuse pas à regarder tous les matchs de l'Hellas Vérone. Maintenant, il y a 2 choses à retenir, c'est que déjà c'est un choix de la part de Igor Tudor avec tout le stade de l'Olympique de Marseille, donc ça peut être déjà une info comme quoi Tudor a envie de continuer à l'OM. Et la deuxième chose, c'est que c'est un joueur qui est jeune, qui apparemment est plutôt polyvalent, qui est capable de casser des lignes, qui a un bon profil pour évoluer au milieu de terrain. Donc moi, j'ai hâte de le voir évoluer parce qu'encore une fois, c'est un garçon que j'ai jamais vu jouer. Je me suis contenté de faire mes petites recherches sur Internet avec des trades pour des mecs qui sont spécialistes un petit peu du championnat italien, et j'en ai vu beaucoup de bonnes choses. Donc j'ai hâte maintenant de le voir évoluer sous le maillot de l'OM. Zal, on enchaîne avec le PSG. On parle beaucoup de ce secteur défensif en ce moment. Et puis je pense qu'on a tous vu passer l'info. Le PSG voudrait peut-être faire une offre pour Skriniar. Déjà, est-ce que tu y crois à ça ? Est-ce que tu penses que le PSG va s'activer là maintenant ? On évoque un prix aux alentours de 20 millions, 15 millions. Est-ce que c'est indispensable d'aller chercher un Skriniar aujourd'hui ? En 6 mois. Oui, pour les 6 mois. C'est une fin de contrat. Tu préfères récupérer 20 millions à la fin que rien à 0 dans 6. S'ils peuvent le faire, pourquoi pas. Mais après, on a aussi Kipembe qui va revenir. Donc, je sais pas trop si c'est le moment, autant l'avoir gratuit dans ces cas-là. Je pense que. Ouais. Toi, tu préférais attendre plutôt le mercato estival ? Il faut qu'il s'adapte et tout. Donc, l'idée, Kipembe, il n'y aura pas de temps d'adaptation. Donc, non, mais après,
après, tu penses pas qu'il va jouer avec Kimpembe? Parce qu'avec vu le niveau actuel de Marquinhos et de Ramos, tu te dis pas que Kimpembe Skriniar. Même Kimpembe, il a joué, il joue pas depuis 100 ans, t'as l'impression. Même lui, il va lui falloir. Jusque-là, on parle de la Ligue des Champions et tout. Pour moi, Marquinhos, il est pas au niveau depuis longtemps. Ramos, c'est fini pour les gros matchs, on l'a compris. C'est limite, je trouve, le meilleur qui pourrait être utilisé en centrale depuis quelques temps à Paris, c'est limite Danilo, vu que Kimpembe est jamais là. Tu vois, moi, c'est celui où je me dirais, bon, c'est peut-être pas le truc ultime, mais c'est plus rassurant que d'autres. Donc pour moi, Skriniar, si tu peux le faire là, il faut le faire. Parce que, faut le faire absolument pour toi. Parce que le faire, là, c'est catastrophique. Ok, pour moi, il fallait le faire déjà bien avant, mais. Non, d'accord. Mais le truc, le faire maintenant, c'est peut-être aussi prendre un risque et de désorganiser la défense. Donc, il n'y a pas d'organisation, Zal, en défense. Paris en défense, il n'y a aucune organisation, c'est catastrophique. Chaud. Ah bon? Oui. Bah oui, je sais très bien. Oui, non, mais genre c'est ironique. En vrai, en dehors de la vague, genre pour toi, si Skriniar vient, vu le niveau actuel de votre défense, c'est pas. Marquinhos. Il n'y a pas de risque en réalité. Non, c'est quoi ton avis? Bah, moi, le risque, c'est juste de le prendre pour le prendre et de le faire rentrer dans le 11. Et du coup, bah, tu as un peu aussi ta défense centrale. Mais si tu mais vu qu'actuellement, elle est mauvaise. T'es obligé de tenter, bah, après, de toute façon, là, j'ai envie de te dire, foutu pour foutu, il faut y aller. Hein, t'as pas le choix. Là, on les a laissés jusqu'à maintenant. S'il fallait les bouger, les aurait bougés bien avant. Donc rien. Là, à mon avis, Marquinhos, Ramos, ça va pas bouger. Ils ont essayé Skriniar, c'était fort. Hein. Oui, c'était sûr. Mais ils n'ont pas voulu mettre 70 ou 80 millions sur lui pour un an de contrat. Normal, d'accord. Pour une fois, ils ont eu une décision intelligente. Ils lui avaient peut-être dit d'attendre et qu'ils allaient revenir dans 6 mois, qu'entre-temps, ils n'allaient pas forcément avoir besoin de lui pour se qualifier et tout ça en Ligue des Champions, on l'a compris en championnat. Peut-être c'était aussi prévu pour bien faire baisser le prix. Tu vois. Après, moi, comme je dis, il faut faire revenir Marquinhos. Pour moi, il est pas cuit, hein, il est encore jeune, tu vois. Mais il faut dire que là, c'est comme tu disais, Kanto, la défense, ça fait peur, quoi. Ramos, Marquinhos, ça fait peur. Mais faire venir Skriniar, le retour de Kimpembe, c'est compliqué, ça va foutre un bordel. Moi, comme il dit Bruce, à la limite, je préfère mettre Danilo derrière. Ah, t'es pas très chaude, quoi, pour le coup. Autant attendre un peu, autant attendre de l'avoir gratuit. On n'est pas, tu vois, même si Paris, ils sont presque illimités en argent. C'est peut-être. Pour moi, dire 20 millions gratuits, le PSG, on s'en fout. Enfin, je veux dire, mettre 20 millions, le PSG n'a rien à faire. Non, mais c'est pas la question de l'argent, moi. C'est pas une question de ça. C'est plus une question de désorganisation de la défense et de bah, tu perds totalement tes joueurs. Déjà que ça va pas très bien. Je comprends ce que tu dis, mais sincèrement, je vois pas comment tu peux désorganiser quelque chose qui n'est pas organisé. Moi, c'est ce que j'allais dire. Et en plus, c'est vrai que tu as raison. Genre, tu le récupères sans indemnité de transfert, c'est pas mal, mais tu lui payes une prime plus élevée du coup. Donc, l'un dans l'autre, je pense que après, moi, comme un peu similaire. Non, mais tu vas payer, tu vas faire baisser un peu sur le truc quand il signe à l'achat. C'est pas par rapport à l'argent. Franchement, honnêtement, c'est pas par rapport à l'argent. C'est surtout par rapport au fait, comme je te dis, de perdre tes gars. Tu vas les perdre. Tu perds. Moi, j'ai l'impression qu'il peut vous aider peut-être sur la LDC de cette année. Parce qu'en fait, regarde, je te dis mon avis. Genre, je sais pas si c'est peut-être la dernière année de Messi, Neymar, Mbappé, les trois en même temps. C'est peut-être que cet été, ça va bouger et tout ça. Donc, ce que je veux te dire, c'est que du coup, vu que c'est peut-être la dernière année des trois, avoir genre ta défense centrale qui est remaniée et qui est, on va dire, renforcée pour peut-être la dernière LDC des trois, donc la dernière tentative de LDC des trois, ça peut peut-être être intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais pour moi, ça va créer obligatoirement un bordel parce que Kimpembe, normalement, on est censé parler d'un titulaire indiscutable quelque part avec Marquinhos. Il en est. C'est ça le problème. Moi, franchement, il est jeune, hein, faut pas s'inquiéter. Non, mais attends, pas ça. Quand sa saison, pour l'instant, elle est un petit peu. Ouais, mais là, à mon avis, t'inquiète pas qu'il doit bien se préparer. Bientôt. Moi, je pense qu'il se prépare. Après, il sera peut-être sûrement pas prêt pour le Bayern, ça c'est évident, je pense. Mais moi, il y a deux choses que je veux dire. Deux choses juste. Kimpembe, déjà, premièrement, c'est pas dans quel état il va revenir, dans quel état de forme, dans quel état de confiance, parce qu'on sait qu'après une blessure qui a tendance un petit peu à durer, souvent, il y a un risque de rechute pour commencer. Et après, il y a un niveau physique qui n'est pas ton summum. Et un défenseur central qui n'est pas bien physiquement ne peut pas exploiter pleinement ses qualités. Et la deuxième chose, où moi, justement, c'est un petit peu l'inverse de ce que tu dis, Skriniar qui va potentiellement créer un peu la zizanie au sein de la défense, moi, j'y crois pas du tout. Et je pense même que c'est l'inverse. Le fait d'avoir un vrai patron qui va arriver dans une défense qui est un peu fébrile, justement, parce qu'elle manque de patron, je pense que, justement, celui qui est à côté, que ce soit Ramos, que ce soit Marquinhos, que ce soit Kimpembe, peuvent arriver à s'acclimater rapidement et se mettre au niveau, justement, parce qu'ils vont être rassurés d'avoir quelqu'un qui est rassurant à côté. Là où ni Marquinhos va être rassuré sur le fait d'avoir Ramos à côté et où Ramos ne va pas être rassuré d'avoir Marquinhos à côté. Actuellement contre le Bayern, même si le Bayern, il y a des absences que tu veux, c'est vrai que ça fait très peur. Pour suivre le PSG à 100%, quand tu regardes bien, Marquinhos, on l'a perdu depuis que Ramos il est arrivé dans ses pattes, tu vois. Avec cette défense à 3 l'année dernière, là, franchement, ça fait 2 ans que, enfin pas 2 ans, mais quasiment
plus d'1 an et demi que c'est l'ombre de lui-même, quoi. Ouais. Faut tenter. Faut tenter Skriniar, je pense. Bon, de toute façon, on aura le temps d'en reparler dans les prochaines semaines, si jamais ça bouge du côté du PSG. Et juste un petit détail, Marquinhos, je dis c'est l'ombre de lui-même, mais bizarrement, quand il joue avec Thiago Silva, c'est en place. Parce qu'il n'y a pas trop un côté de lui. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait longtemps, ça, maintenant. Hein. C'est du passé, ça. Hein. Non, la Coupe du Monde, c'était pas mal. La défense du Brésil fait une bonne CDM. Franchement, quand il sort malheureusement sur le but, il a pas de chance. Après, l'adversité, ce qu'ils avaient joué, ils n'ont pas été inquiétés énormément. Même la Croatie, qui offensivement, on le savait, entre le dernier mètre, c'était pas ouf. Ils les ont quand même sauté. Cette charnière, on l'a connu au PSG. C'est mentalement qu'il y a un problème. Là, tu voyais bien que Marquinhos, il était dans des matchs il était mieux. Où ils sont dans leur confort. Il était beaucoup mieux. Le bouc, ça fait 1 an qu'il enchaîne les traumatismes. Oui, c'est compliqué pour Marquis. Bon, là, tu vas pas avec Skriniar, c'est d'où mon propos. Avec Skriniar, ça va pas l'aider. D'accord. Et moi, Marquinhos, j'ai pas envie de le perdre non plus. Okay. Il est déjà perdu. Hein. C'est noté. Alors, Zach, je voulais qu'on parle aussi de petites infos côté OL. Ouais, on a parlé de Reine Adélaïde donc, qui filerait à Séville, apparemment en prêt. Oui. On a aussi cette info sur Malo Gusto qui serait dans le viseur de pas mal de clubs, notamment Chelsea. Ouais. Comment est-ce qu'on prend ça du côté de l'OL? Chelsea continue son projet Wonderkid. C'est bien. En vrai, non, moi, Malo, c'est un joueur que j'aime beaucoup, que je garderais volontiers à l'OL. Ouais. Après, bon, c'est très bien qu'à l'OL, personne n'est invendable. Hein. Il suffit de juste d'y mettre le prix. Et apparemment, Chelsea a les poches pleines. Il suffit de signer 14 ans et élargir le contrat et tout. Bref, je serais pas content que Malo parte, mais... j'ai vu qu'on était aussi sur Amari Traoré. Donc, l'un dans l'autre, si Malo part, que tu as Amari Traoré pour ces dernières années, et que tu as Saël Koumbedi qui est déjà bon... Bon, au moins, ça aurait l'air d'une prévoyance sportive, mais je suis pas pour son départ. Et à côté de ça, par contre, aujourd'hui, ça bouge beaucoup. Hein. Il y a Toko qui apparemment part, Gera qui part. Ouais. Prénom payant. Ça a l'air d'être des prêts, ça me sort par les yeux. Hein. Ça me sort par les yeux. Genre, Gera, on l'a déjà prêté à Nice avec option d'achat, il s'est pété là-bas, il est revenu. Gera, là, on le reprête, option d'achat 12 millions. S'il fait pas 6 bons mois, au final, il revient cet été. Toko, apparemment, c'est pas un transfert, mais c'est un prêt. Il y a une option d'achat ou pas, donc c'est quoi? Tu retrouves tes mêmes problèmes dans 6 mois. Fèvre, on sait pas encore. Apparemment, lui aussi serait un prêt, donc ça fait pitié. Ok, ça les prête, en espérant qu'ils se montrent un peu là où ils vont pour que ça donne des idées à des clubs, tu vois. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est dommage. Tu vois, genre, c'est dommage, en fait. Comme d'hab, le truc qui trigger. Pourquoi est-ce que ça bouge pas entre le 1er et le 15 janvier et ça bouge entre le 15 et le 22 janvier? Oui. Parce qu'on a perdu à Strasbourg au milieu. Voilà. Donc, t'as le mercato d'hiver. On sait qu'on a ça pendant des semaines et des mois et des mois et des mois. Il n'y a rien qui est fait parce qu'ils ont dû se dire vas-y, avec la préparation, les 2 mois de coupure de la Coupe du Monde, il y a peut-être moyen de relancer l'équipe et de pas dépenser. Boum, arrivent les 15 premiers jours de janvier, on perd Clermont, on perd Strasbourg. Et là, oh là, putain, merde, faut qu'on bouge, bordel, faut qu'on bouge. Et là, un truc que t'aurais pu tabler pendant des semaines et des semaines et des semaines, non, on taffe le 15 janvier. Et là, qui veut nous jouer? Après, ça nous va. De toute façon, c'est toujours la même chose. Hein. C'est ton directeur sportif qui n'est pas au niveau. Hein. C'est aussi simple que ça. Bravo. Voilà. Donc bon, écoutez, du côté de l'OL, vous avez bien compris que ça n'a toujours pas avancé. Alors, peut-être une dernière info. Je regarde, Bruce, on parle aussi de Enzo Fernandez depuis plusieurs semaines. Lui aussi, on attend vraiment de savoir où est-ce qu'il va atterrir. Chelsea est aussi sur le coup. Est-ce que tu penses que ça va finir par se faire? Chelsea, ils auraient besoin d'un milieu. Après, ils ont recruté 150 joueurs. Il y a Liverpool aussi. Enfin, il y a pas mal de clubs. On repart de Chelsea et Enzo Fernandez? Encore? Ça en parle toujours. Ça en parlait au début, mais là, j'avoue. Ça s'est calmé, je crois, gros. Ouais. Après. Là, t'as des infos 3 semaines tardesses. Enzo, il partira sûrement l'été prochain, mais là, peut-être qu'il finalement, il va rester. Il y avait peut-être un moment, ça pouvait se faire avec Chelsea quand on s'en parlait beaucoup. Après, de toute façon, il va falloir allonger pour lui, on le sait. Mais il y a quand même pas mal de gros clubs qui auraient besoin d'un joueur comme ça. Mais non, mais franchement, moi, Enzo serait trop laid qu'il parte cet hiver. Et de toute façon, j'ai pas l'impression qu'il va partir. Là, on est le 22. Non. Ça y est, j'ai l'impression que la vague est passée. Je vois pas quelqu'un dans la dernière semaine foutre 120 patates. Surtout que Rui Costa, il a été vraiment ferme sur le 127 patates. Et le problème d'une clause. Ils sont en Coupe d'Europe. Oui, il a une histoire à écrire. Et le problème d'une clause, c'est que la clause, contrairement au contrat longue durée, tu dois la décaisser d'un coup. Et là, à l'heure actuelle, Chelsea a tellement dépensé que je suis plus sûr qu'ils puissent sortir 120 d'un coup. C'est pour ça qu'ils vont attendre que les clubs ils puissent redépenser cet été au taquet et allonger. Mais même Enzo, franchement, c'est laid. Genre, t'es arrivé il y a 4 mois en Europe, t'as fait 4 très bons mois à Benfica. Et tu pars déjà. Benfica finit premier de sa poule en LDC, fait une saison absolument énorme, a des chances de faire un bon run. Qu'est-ce que tu veux partir au bout de 4 mois, frérot? Alors après, tu le revends. Je suis pas dans ses pattes, tu vois. Mais attends au moins l'été, parce c'est surtout que tu le revendras le même prix.
Ils ont peut-être voulu surfer sur la hype de la Coupe du Monde et tout. Il y a des offres, ça te fait tourner la tête. Mais au final, tu le revendras le même prix à la fin de saison. Donc, tu vois, il fait une très bonne CDM, il fait un très bon début de saison. Vas-y, le talent, il l'a. Les prétendants, ils seront encore là dans 6 mois. Je peux entendre le train, machin, à des moments, les opportunités. Mais c'est 4 mois qu'il a Benfica. J'aurais trouvé ça trop moche, l'équipe Benfica, au bout de 4 mois. C'est une offre de 120, 130. Benfica, ils disent, vas-y, tu peux partir. Lui, il peut signer, tu vois ce que je veux dire. Là, l'inverse, c'est lui qui a envie de partir. C'est lui qui force le départ. Parce que Benfica, il voulait le garder. Il disait, c'est close ou rien. Après, Benfica a 90 millions de Chelsea. Parce que Chelsea, ce qu'ils devaient lui proposer en salaire 127, aussi. c'est la clause. 127, c'est la clause. Et moi, je voudrais parler d'un transfert de moindre mesure. C'est Thomasson à Lens, franchement. Thomasson à Lens. Hier, je sais pas si t'as vu le match hier, mais. Non, j'ai pas regardé. Franchement, très bon, comme d'habitude. C'est une bonne pioche pour Lens. Et pour le coup, ça va leur faire du bien pour se maintenir. Lens de recrues, Thomasson et le Cardinal aussi qui a joué hier du coup, en coupe contre Brest. Franchement, pas mal. Bien noté. Et puis, il y a aussi le retour de Sanson du côté de Strasbourg. On parle aussi de Lemina du côté de Wolverhampton. Bon, alors après, c'est des transferts. Et c'est fait apparemment même. Lemina, c'est le seul qui fait une bonne saison du côté de Nice. Et il a joué, c'est des transferts. Alors moi, les gars, je vous le dis parce qu'après, on va me prendre pour le mec qui prépare pas ses émissions. C'est des infos qu'on me donne juste avant l'émission. Il prépare pas. Voilà. Il prépare pas. C'est les infos qu'on te donne. Bah oui, moi, on me l'a. Frérot, Lemina a joué hier. Il a joué. Non, mais attends, en fait, le problème du point mercato, c'est que le point mercato, c'est pas vraiment moi qui le prépare. Moi, je donne les infos que j'ai là. Donc, je prépare pas. Je prépare l'émission. En revanche, le point mercato, c'est pas moi qui le fais. C'est qui l'a fait? J'ai des infos. Je suis pas une balance, mais j'ai des infos et je les donne. Et voilà, après, je vous laisse vous démerder avec. Là, c'est simple que ça. 12 minutes au Stardust. En revanche, Yann Lovren, on parle à l'OL. Ça risque de bouger, là, on entend. En revanche, tout le reste, c'est moi qui l'ai préparé. Donc là, ça va être. Bon, Braque, c'était Internet Explorer, ça. La prochaine fois, je viendrai avec un t-shirt Internet Explorer. Bon, allez, messieurs, on avance et maintenant, on va parler de ce match. Et ça, vraiment, on va se régaler. Arsenal-Manchester United, le match à ne pas manquer de ce week-end. Il nous a franchement vraiment beaucoup régalé. Victoire 3-2 avec ses buts d'Nketiah et surtout celui marqué en fin de match. Franchement, pour l'instant, il supplée parfaitement Gabriel Jesus. Victoire importante parce qu'en plus, vous le savez, City s'était imposé 3-0 dans l'après-midi avec un triplé d'Erling Haaland. Une victoire donc qui permet aux Gunners de potentiellement prendre 8 points d'avance sur City. Pour l'instant, ils en ont 5, mais si jamais ils gagnent les matchs en retard, ça leur ferait 8 points. Mais ça, on c'est contre qui leur match en retard encore. Alors en fait, ils ont un match en retard contre Everton, donc un match qui avait été reporté. Et après, il y a ce fameux match contre City, tu sais, qui va se jouer mais je parle par rapport à City. Everton, dont l'on parle vient d'être viré. Donc, messieurs, ce match, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bruce, je commence avec toi. Toi qui es devenu un gros fan d'Arsenal. Non, mais c'est vrai, en plus, je suis pas. Mais comment ça, un gros fan? T'aimes bien Arsenal en ce moment? Ça propose du beau jeu. Gros fan, ça c'est toi qui supportes 20 équipes, qui va dans le sens du vent. Moi, tranquille, Arsenal, c'est une équipe qui est très plaisante à voir jouer. Ils ont gagné en maturité, en mental. Maintenant, même quand ils sont menés ou rejoints, tu le sens, c'est leur grande force. Ils paniquent pas sur de leur force. Parce que t'as Rashford qui met un super but, mais c'est une équipe qui doute pas. Ils sont en full confiance. T'as des jeunes, mais mine de rien, ces dernières années, ces derniers temps, ils sont passés par pas mal de trucs et tout. Il y a eu des déceptions, tu vois, à chaque fois, l'année dernière, de louper de peu la LDC et tout, alors que tu sentais qu'il y avait la place. Et tu sens que ça les a fait grandir. Et là, l'équipe, elle commence à arriver à maturité, quoi. Parce qu'ils savent prendre les matchs comme il faut, ça panique jamais. Et avoir joué, c'est beau, ça presse haut, il y a tout qui est intéressant. Avec l'équipe la plus jeune de PL. Hein. Ouais, c'est super jeune. Et voilà, et en plus, avec le temps, on se doute bien qu'ils vont encore se renforcer. Ils vont pouvoir réattirer encore plus de joueurs. Parce que par le passé, quand tu jouais plus la Ligue des Champions et tout, c'est plus compliqué. Là, ils sont en train de revenir sur le devant de la scène avec une équipe ultra jeune, ultra intéressante. Et tu vas pouvoir attirer des joueurs encore plus forts, je pense, la saison prochaine. Donc, ça a vraiment de la gueule. Non, c'est très fort. Et en plus, ils gagnent contre les gros maintenant. Donc voilà, là, ils écartent un peu Manchester du titre. En tout cas, ils prennent une sacrée avance. Sûr. Maintenant, on sent que, de toute façon, on n'en doutait pas trop, mais il n'y a que City qui, potentiellement, pourra peut-être passer devant si jamais, sur la double confrontation, ils prennent 4 ou 6 points. C'est leur seule chance. Voilà, on ne va pas enterrer City, mais Arsenal, saison incroyable. Et franchement, s'ils vont au bout comme ça, il n'y a pas de raison qu'ils ne terminent pas champions. Et t'as raison. Très beau. City a déjà remonté des 8 points, des trucs comme ça, c'est la saison. Donc non, faut pas les enterrer. Même si City est sans doute moins bon pour l'instant que les autres années. Mais tu te rends compte qu'Arsenal passe des paliers à chaque fois. Après, c'est ça en fait qui se passe. Ils ont la Ligue des Champions quand même, donc c'est plus. Arsenal, l'Europa. Ouais.
C'est vrai. C'est pas les mêmes ambitions. C'est pas les mêmes ambitions, mais après, c'est pas question d'ambition, c'est que calendrier, les deux vont taper, quoi. Et limite, Arsenal, c'est plus chiant encore, parce que l'Europa, c'est le jeudi. Effectif. Si c'est vrai. Genre, l'Europa, c'est le jeudi. Après, je pense que Arsenal va un peu torpiller l'Europa, va aller foutre des 100 000 au Conga, des Nini, peut-être refaire jouer Smith Rowe et tout. Ils ont intérêt. Le but, là, à l'heure actuelle, c'est d'aller. Pour moi, là, à l'heure actuelle, t'es Arsenal. Peut-être je me trompe, hein. Ça se trouve, ils vont mettre les titus. Mais parce que tu sens que tu peux aller la chercher, l'Europa. Tu vois, mais pour moi, là, t'as pas fait la LDC depuis 6 ans. Ouais, c'est la et là, t'as un titre de champion à portée de main. Oui. Je pense pas que... Après, bien sûr, quand je dis torpiller, c'est pas envoyer 11 fiards. C'est d'envoyer des hybrides. Tu vois, en fonction des matchs. Mais s'ils vont loin dans la compétition, tu sais, ça alignera le 11. C'est sûr. Non, mais ils arrivent en demi. Parce que c'est pas comme s'ils avaient gagné 100 titres européens. Tu vois, ça serait. Imagine, tu fais champion et tu gagnes l'Europa, ce qui est possible cette année. Même si l'Europa est relevée, tu sais, ça serait une saison incroyable. Mais moi, je pense qu'à l'heure actuelle, dans leur focus dans la tête, ça va être l'APL, assez logiquement d'ailleurs. Et l'Europa, ils enverront des hybrides. Tu sais, quelques titus, quelques machins. Moi, je pense pas. T'as vu hier, c'est un 11 titus. Je pense pas qu'on voit les 11 titus là lors du programme. D'ailleurs, on verra. D'ailleurs, je me trompe. D'ailleurs, je pense pas. Je pense surtout ça dépendra de l'adversité. Il y a peut-être des matchs en Europa, ils vont pouvoir faire tourner un petit peu tout en restant au-dessus. Mais je pense que si ça arrive en quart, en demi et tout. Là, ça sera le stick. Après, moi, ce que je veux dire, c'est que s'ils commencent à aligner les titus à partir des demi, ça veut dire qu'ils auront passé 2 ou 3 tours en hybride. Bon, voilà, la logique. Quand je dis que je pense qu'ils vont focus la PL, c'est pour ça. Juste si je peux ajouter, en fait, moi je suis assez d'accord avec Zach sur ça. Si tu regardes bien Arsenal, c'est toujours les mêmes 11 qui jouent tout le temps. Donc déjà, avec quelques joueurs de rotation, avec des joueurs de rotation. Il va y avoir Trossard dedans, des mecs comme ça. Si tu regardes, Fabio Vera, Smith Rowe, il y a de la qualité sur le banc. En fait, c'est ça. Si tu regardes, c'est que c'est souvent le même 11, ça tourne pas trop. Et honnêtement, quand tu regardes le banc entre, comme il le dit, entre les Smith Rowe, entre les Holding, et même un Fabio Vieira, honnêtement, c'est un joueur. Moi, je pense que lui, il pourrait même avoir une place potentiellement dans le 11 de base. Je pense qu'il est un peu barré parce qu'avec des hauts de garde et compagnie, c'est très compliqué de se faire une place. Mais tu as des joueurs qui ont carrément le niveau pour pouvoir être potentiellement titulaire dans l'équipe de base. Donc en fait, c'est une équipe qui peut vraiment tourner. Non, mais c'est une équipe qui a de la qualité sur la deuxième équipe. Ouais, mais leur c'est ça qui est 11 intéressant. là, il n'y a plus Gabriel, mais Nketiah, on a compris, ça supplée très bien et tout. Je trouve leur 11, il est rodé. Et comme il disait, t'enlèves un des milieux de terrain, je pense que c'est pas la même histoire. T'enlèves Saka, tu fais tourner, t'enlèves Saka et tu reposes Partey par exemple et un autre joueur. Mais c'est pas déjà pas la même histoire. Oui, non, je te dis pas que c'est dégueulasse, mais c'est des joueurs qui sont ultra importants. La seule défaite de la saison en PL, c'est sans Partey. Lui, il est trop important. Il n'y a pas le lien de cause à effet direct, mais je pense que c'est pas pour rien. Mais pour revenir sur le match contre Manchester United, magnifique match déjà. La première mi-temps était vraiment superbe. Première mi-temps, Manchester United s'en sort pas trop mal, même si Arsenal domine quand même. Mais Manchester United tient bien le coup, marque un super but Rashford, magnifique. Mais un dribble, l'enchaînement, la frappe, et envoie, il dégaine une frappe. Une frappe à la Cristiano, tu sais, quand il se penchait, moi ça m'a fait penser à Cristiano. Le petit saut là. Franchement, il n'y a pas beaucoup plus beau dans le foot à voir que des attaquants en confiance. Rashford, c'est un attaquant qui pue la confiance, c'est magnifique. Quand on s'en rappelle de l'état de forme qu'il pouvait avoir encore l'année dernière, par exemple, là, c'est magnifique de le revoir revivre comme ça. Donc, première mi-temps, un peu serré quand même si je trouve que Arsenal était quand même un peu plus devant. disputé la première mi-temps. Et après, par contre, après l'égalisation, donc après le 2-2, tu vois, donc magnifique but de Saka, égalisation sur le corner avec une sortie un peu ratée de Ramsdale. Mais après le 2-2, donc sur les 25 dernières minutes, je dirais, vague sur vague. Ça a été vague sur vague d'Arsenal. Même d'un point de vue United. Genre le but était juste logique à la 89e, il était même magnifique, ça se joue en plus sur pas grand chose niveau hors-jeu avec Zinchenko. De Réa en sort une énorme juste avant en plus. De Réa en sort une énorme. Zinchenko fait un match magnifique. Il est venu montrer, moi je suis un latéral, désolé pour ton téléphone, moi je suis un latéral à City, je suis passé là-bas, je joue intérieur, des fois je vais à droite. C'est Cancelo quoi. Je me place comme un milieu de terrain, non mais c'est juste un ouf, c'est vraiment magnifique. Il se place dans l'axe comme il est capable à des moments de prendre son couloir, voire à des moments de déporter complet pour ramener des surnombres complets dans des zones super élevées. Donc c'est fort. Bukayo Saka, gros match. Et non, franchement, c'était super plaisant à voir et tu sens qu'ils ont passé un cap. Typiquement, l'Arsenal de l'époque, c'est ceux qui venaient de temps en temps sur des petites séries correctes. Il y a eu des séries correctes des années précédentes. Je crois que l'Arsenal de Emery, à un moment, fait invaincu pendant 8, 9 ou 10 matchs, un truc comme ça, pour ceux qui s'en rappellent, en sortant des bonnes perfs contre Tottenham et tout. Dans le chat, je sais qu'ils sauront le dire. Mais typiquement, l'Arsenal de l'époque qui avait des défauts dans la tête, ils se prennent le premier but de Rashford. Mais c'est fini, il n'y a plus personne. Ouais, voilà. C'est ce que je disais la semaine dernière. Pas comme ça. C'est ce que je disais. Là, ils se prennent le premier but, ils restent tranquilles. Hop, égalisation, Nketiah, avec un centre magnifique de Xhaka.
Ensuite, boum, le 2-1 et ainsi de suite. Non, franchement, très belle équipe et vraiment propre. Quentin, tout à l'heure, tu voulais donner ton avis aussi par rapport à ce qui se disait. Toi, t'étais pas trop d'accord, toi. Ouais, par rapport aux ambitions de l'Arsenal, c'est vrai que je pense que bon, déjà la Première Ligue, ils vont la jouer à fond évidemment, mais après par rapport aux autres compètes, la FA Cup, je pense qu'ils vont la tank parce qu'ils jouent City et c'est qu'il y a beaucoup de. C'est quart de finale, 8e, c'est quoi? Je crois que c'est un peu plus loin, si je dis pas de bêtises. Si t'es en quart de finale. Si t'es en quart, d'accord, mais je crois que c'est un peu plus loin que les quarts. Ouais, c'est plus loin. Parce que je confonds avec les deux coupes à chaque fois. À confirmer, c'est l'écart Vicus nous dit. Tu vois, les l'écart, t'es à 3 matchs d'un titre. Hein. Après, c'est City. Je suis. Attends, 16e samedi. Samedi 16e, 4e tour. Bon. C'est le 4e tour, messieurs. Moi, je confonds les deux coupes à chaque fois. Voilà, c'est les 16e. Donc, moi, je pense qu'il y a quand même toutes les raisons d'aller tank, d'autant plus que tu joues contre City. Et justement, de laisser City en vie dans cette compétition en vue du titre. Par exemple, une compétition comme l'Europa League, je pense qu'ils vont avoir tendance à la jouer à fond pour la simple et bonne raison qu'en Europa League, Arsenal cette année est tellement fort que les 3/4 des équipes qui vont jouer dans les 2-3 premiers tours, ils vont avoir tellement peut-être de qualité footballistique supérieure qu'ils vont limite avoir besoin de jouer qu'un match sur les deux. Si tu joues une équipe d'Europa League un peu lambda, ils jouent qui là non, on ne sait pas encore. Il y a eu les tirages. Pas parce qu'il y a le 16e, 8e, il faut attendre les 16e. Quand tu termines premier de poule, c'est différent. Mais je pense qu'Arsenal est tout à fait capable en Europa League, par exemple sur un match aller, d'en mettre 2 ou 3 d'avance et de pouvoir se permettre de faire tourner derrière. Être relevé l'Europa. Non, oui, non, c'est relevé. C'est relevé. Il y a beaucoup de belles équipes. En train de voir les équipes qu'il y a, mec. Il y a des équipes. Il y a beaucoup de belles équipes, mais malgré le fait que ce soit relevé, je pense malgré tout qu'Arsenal fait partie aujourd'hui des plus belles équipes au monde et qui sont tout à fait capables de gagner n'importe qui et de pouvoir se permettre de faire un petit peu tourner. Donc c'est pour ça que je pense que l'Europa ils vont la jouer à fond. Ok, non, mais de toute façon il y a plusieurs avis et puis ça se tient. Mais en tout cas c'est sûr que sur ce match-là face à Manchester, Brozac a pas mal résumé la rencontre. Mais il y a des trucs que moi j'ai trouvé très intéressants et même des prises de risque, notamment à la mi-temps quand t'as Ben White qui sort, qui est du coup remplacé par Tomiyasu, qui du coup a gagné le banc à cause de son retour un peu tardif. Très honnêtement, moi je trouve que Arteta a vraiment passé lui aussi encore des paliers, c'est-à-dire qu'il est capable de prendre des risques, il est capable d'anticiper, de voir des choses, parce que Ben White, avec le niveau d'engagement qu'il avait dans ce match-là, c'est pas impossible qu'à un moment donné, avec la forme de Rashford, avec les axels qui te tapaient, que bon, on est dans du foot fiction, mais qu'ils finissent ce match avec un rouge. Donc franchement, j'ai apprécié ça. C'était franchement super intéressant. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est le match de Zinchenko. Le match de Zinchenko, c'est une dinguerie pure. Il est sur les 2 buts, notamment le premier et le dernier. Et je trouve qu'à chaque fois, c'est des masterclass tactiques parce que vraiment, c'est lui qui permet le décalage à chaque fois. Il permet d'étirer. Il étire tellement le bloc en face aussi. D'ailleurs, sur le premier but, franchement, si vous pouvez regarder, c'est trop intéressant parce qu'en fait, il arrive à fixer la défense et derrière, tu vois que ça libère l'espace pour chacun sur le côté. Oui. C'était ultra intéressant à voir. Et ça, en fait, on l'a vu plusieurs fois dans le match. Donc moi, j'ai beaucoup aimé ça. Après, United, le gros souci, c'est qu'en fait, aujourd'hui, t'as pas la réponse. Sur la deuxième période, t'as pas Casemiro, et t'as pas la réponse pour justement essayer d'endiguer toutes ces offensives personnelles. C'était très compliqué. Il te manque Casemiro, Eriksen, il a pas le même niveau de pressing. McTominay, c'est un peu compliqué. Moi, je pense que Fred aurait dû peut-être rentrer un peu plus tôt. Tu vois, comme tu as dit tout à l'heure, je me suis senti vraiment étouffé. Ouais, mais quand United fait rentrer Fred pour Anthony, je me suis dit Ten Hag se contente du nul. Il était content du nul. Parce que pour moi, après facile à dire comme d'hab après coup, mais je regrette qu'il ait pas tenté de faire rentrer Garnacho ou alors qu'il ait pas tenté un peu plus offensivement. En fait, t'as senti qu'il a pas essayé de chercher la victoire. Qu'à 2-2, il était content. Je pense qu'il a senti qu'il pouvait pas aller chercher plus. Ouais, il a pas essayé. Parce qu'Arsenal, c'était dur. Arsenal, il t'asphyxiait, donc c'est pour ça que je pense qu'il a voulu. Mais au moment du 2-2, tu te dis il peut y avoir un flottement, tu vois, où tu peux pousser pour aller chercher plus. Et en fait, non, il fait rentrer Fred pour essayer de contrôler. Malheureusement, Arsenal, c'est dur parce que ça presse, ça court, c'est beaucoup de jeunes. En vrai, il t'asphyxie quoi. En fait, ils ont du jus. Pas respirer. Il s'installe chez toi et quand tu vois, encore une fois, on parle de Zinchenko, mais quand tu vois à chaque fois sa manière de se déporter, il est toujours couvert, il est à droite, il est au centre, il revient. À un moment donné, en fait, tu perds la tête. T'as l'impression que tu sais pas trop comment défendre. À chaque fois, tu vois que ça laisse des espaces et tout. Très honnêtement, après Arsenal, moi, je trouve que c'est très violent aujourd'hui. United faisait un nul, c'était un très très bon point au final pour eux. Ils ont cru le tenir, non. Ouais, moi, je pense qu'en faisant rentrer peut-être Garnacho, ça aurait pu être intéressant. Contre City, je sais plus si Garnacho rentre au 1-1 ou rentre avant. Mais Garnacho, alors peut-être quelqu'un le dira dans le chat, mais regarde City, ils égalisent. Et après, sur le deuxième but, Garnacho est décisif, tu vois. Donc c'est pour ça que des gens disent ils ont rien sur le banc. Alors c'est vrai que le banc de MU faisait pas rêver. Je dis pas que Elanga, Pellistri, Garnacho, ça fait rêver, c'est des jeunes.
Mais Garnacho, il avait été quelques jours avant contre City, très décisif, et je pense que ça aurait pu être intéressant peut-être de le voir un peu plus. Bref, c'est facile pour moi de le dire encore une fois après coup, je dirais c'est juste un avis, quoi. À mon avis, tu dois trembler un peu quand même quand comme Bruce le dit, quand t'as Arsenal qui te prend autant à la gorge, je pense que tu dois trembler quand tu réfléchis à faire rentrer un joueur offensif. Bon, en tout cas, c'était un super match, les gars. Zal, toi, t'as pu le voir ce match? Non, malheureusement. C'est dommage. Franchement, tu sais quoi, Zal, si tu peux te le faire en replay, fais-le toi. Non, vraiment. Quoi, j'ai fait l'erreur de regarder Liverpool-Chelsea. Ah, je l'ai regardé aussi. La première mi-temps, vous allez nous en parler après pendant le tour d'Europe. J'aurais pu mettre un billet que ça allait finir à 0-0. Ah ouais, vraiment non, la deuxième équipe qui n'avait pas d'intérêt de perdre, quasiment. Enfin, qui avait la boule au ventre, quoi. Okay. Genre, juste l'entrée de Mudryk a rendu le truc un peu sympa. Ouais. Le tout début de match était sympa. Donc, franchement, le théorème de PL samedi 13h30, comme d'hab. Faut l'oublier. Le match pourri, 3 quarts du temps. Je vais retenir le truc. Alors. Mais on en parle après pendant le tour d'Europe, vous inquiétez pas, les gars. Ok, très bien. On juste un petit truc. Moi, ce que je retiens aussi, c'est que Manchester, mine de rien, on parle beaucoup d'Arsenal aujourd'hui, mais Manchester, mine de rien, ils sont de retour. En fait. Oui, mais bien sûr. Tu vois, bien sûr. En fait, et de retour, c'est qu'à quel point vous trouvez? Par rapport à ce qu'on a vu ces dernières années. Oui, ça oui. C'est surtout sur ce point-là. Contre City, pour moi, c'est un hold-up. Hein. Et quand tu vois le niveau, j'ai vu le replay, mais quand tu vois pas le replay, mais le résumé, mais quand tu vois le niveau de Rashford, tu te dis le sélectionneur anglais quand même. Même sorti de City, il y a un gros problème. Du résultat contre City, genre dans le contenu contre City, c'était vraiment propre. On se rappelle quand même que c'était une équipe l'année dernière, et même en début de saison, qui s'était mangé une leçon pure, et qui, avec quelques... Voilà, Brentford et tout ça, même les 2 fois contre City, et que cette année, allez, même si on considère que c'est un vol, Fernandez et tout, ok, mais qui, dans le contenu, avant le but de City, et notamment en première mi-temps, les regarde dans les yeux. Quand City, quand Foden, rappelle-toi, et Haaland touchent moins de 10 ballons les deux, je crois cumulés en plus, tu te dis quand même... Ouais, mais il y a une évolution positive. Je suis d'accord avec vous, hein, mais en fait, je me posais la question, c'est qu'à quel point, parce que moi, je les trouve pas impressionnants, et je pense que c'est une équipe qui sera jamais ultra impressionnante. Enfin, il y a certains matchs, peut-être ça déroulera, mais il y aura peu de matchs où tu auras ce sentiment de facilité comme City est capable de faire, même si cette année, c'est un peu moins le cas, mais ça reste quand même le cas, ou Arsenal, tu vois. Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a quand même encore un truc... ça va mieux, ils ont franchi un cap depuis ces derniers temps. En 5 mois, ça va beaucoup mieux. Ça, c'est clair et net, mais... Pour moi, il te manque encore quand même pas mal de choses pour arriver, pour être capable de gagner l'appel. Si je peux me permettre, quand même prometteur. Moi, je pense que United, c'est une équipe aujourd'hui qui est en constante progression. C'est-à-dire que petit à petit, c'est une équipe qui est en train de retrouver du jeu. Alors aujourd'hui, tu peux pas forcément. Merci Rashford. Pour moi, merci beaucoup Rashford. Mais tu peux pas produire le jeu de City, le jeu d'Arsenal, le jeu de certaines équipes. Mais je pense que c'est une équipe qui a très bien compris qu'elle pouvait être solide et surtout qu'elle pouvait exploser très très vite en contre. D'ailleurs, aujourd'hui, la force principale qu'exploite United, c'est de partir très vite, c'est de jouer les transitions à fond. On l'a vu avec Arsenal, on le voit avec City aussi. Donc je pense que c'est une équipe qui est en train de continuer à progresser, qui va continuer à recruter aussi. Et à la fin, forcément, quand tu commences à avoir de plus en plus de bases, de fondations, tu vas retrouver un vrai visage. En vrai, moi, je pense que vois ce que tu veux dire, Bruce. Genre, ça se comprend. Mais en fait, il faut quand même, je pense, se replacer. Soir de la deuxième journée, je suis d'accord. C'était fait tarter par Brighton et Brentford. On va dire qu'il y a de la cohérence maintenant. Absolument personne les imaginait faire top 4. On revient 4 mois plus tard, ils ont 6 points d'avance sur le 5e. Ils ont fait des matchs de prestige un petit peu. C'est les seuls à avoir battu Arsenal. Voilà, tu vois, il y a quelque chose qui s'est passé dans cette équipe et c'est quelque chose de bien, tu vois. Moi, je les voyais pas non plus. C'est pas flamboyant, certes, pas tout le temps en tout cas, parce que ça peut l'être 2 fois. Je tiens à rappeler quand même, ils avaient body bag Tottenham. Donc non, franchement, c'est pas mal. Je pense que c'est une équipe en progression et j'ai hâte de voir cette équipe. J'espère déjà qu'ils font LDC et on verra l'année prochaine avec un recrutement en plus, etc. Voilà. Bon, en tout cas, on est content pour United, quoi qu'il arrive. Alors, on avance, messieurs. Ton 3e club. Mon deuxième club. Mon 3e club de première ligue. Pas mal. On reparlera tout à l'heure, première ligue. Il y a Liverpool, Arsenal. Mais t'es un mytho. À un moment, Chelsea, il aimait bien l'époque de Drogba. Newcastle aussi, là. Ouais, Scherer, il nous en parle souvent. Jamais, messieurs. Avançons avec le sujet de la semaine, s'il vous plaît. Et on va parler de la Juve. L'annonce, vous l'avez vu, est tombée la semaine dernière. Vous l'avez bien intégré. 15 points de pénalité pour la Juve en Serie A. C'est un truc de fou. Ce qui la relègue très très loin. Là, à l'heure actuelle, pas de chance, sanction. Pardon ? Pas de chance. Pas de chance. La faute à pas de chance. La sanction qui est tombée vendredi dernier, après que le club, donc, apparemment, l'histoire, c'est qu'ils ont enregistré des fausses plus-values dans leur compte, avec des transferts qui ont été faits il y a plusieurs années maintenant. Par ça, je crois, avec les Pjanic. Avec Arthur, avec Pjanic. Arthur Pjanic, c'était pas clean. C'était bizarre. Mais le Barça, ils n'ont pas mal de trucs comme ça. Il y avait aussi Paulinho qui faisait des allers-retours vers la Chine. Ça s'amusait à l'époque. À 70 millions, c'était à combien ? À 50,
soit sortir. Mais non, j'y crois pas. Moi non plus. Alors, après, en vrai, il n'y a pas que la Juve, les autres clubs de Serie A, Oui, Inter y en a aussi. Mais il y en a d'autres qui ont été sanctionnés. Il y en a Ouais, des sanctions à différentes ils ont échelles. tous été. En vrai, ils ont rien. C'est surtout. C'est la Juve qui a pris. Je crois qu'il parlait de rouvrir une enquête pour le Napoli avec le transfert d'Osimhen. Ouais, Osimhen. Mais sinon, sorti de ça, il y a plein de clubs qui ont pris des sanctions. C'est la Juve qui a pris le plus et ça m'étonne pas. La Juve, t'as l'impression, si tous les 10 ans ils prennent pas les sanctions, ils se sentent malades. Ouais, mais grave. en même temps, c'est vrai qu'en dehors de la Juve, c'est vrai qu'en Serie A, ils ont l'habitude de transférer, on en parlait hier soir en live, des mecs de série C à 15, 20 millions, des gens, je les ai jamais vus pour s'entre-arranger dans les comptes et tout. Ils adorent ça, frère. C'est Mais exactement avec tout ça, Milan, ils peuvent être champions du coup. Ah non. Oh non. S'ils attrapent Naples, la Juve. Cette année, ça va être très dur d'aller chercher Naples. champion. Milan, il faut qu'ils sécurisent les 4 premières Mais places. s'ils se prennent à moins 10 points, Naples. La Juve, ils auront rien, c'est fait. Ça a été fait là, ça a été rendu. Alors juste pour ajouter ça, il faut savoir que a priori il y a encore des enquêtes en cours, notamment sur une gestion salariale pendant le Covid. Vous avez aussi suivi que tout le board a démissionné. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser à tous un petit peu, Kanto, je vais commencer par toi, c'est comment est-ce que la Juve peut se relever de cet épisode? Est-ce qu'elle va se relever? On l'a vu par le passé, il y a déjà eu des histoires qui l'ont même relégué en série B. Ouais. Mais est-ce que pour toi là, c'est pas un coup un peu trop gros pour eux? Bah, c'est un coup dur, surtout que le club n'était pas au mieux quand même depuis quelques années. Comme je dis, c'est une période de le football européen, tous les grands clubs sont un petit peu en dedans et la Juve fait partie de ces équipes-là, même si on semblait avoir par moments un petit peu de mieux. Qu'est-ce que ça va changer? Ça va changer une année prochaine sans Europe. Après, je pense que la Juve est quand même suffisamment attractive pour arriver à faire venir des bons joueurs, même s'il n'y a pas d'Europe, avec un projet. Alors, je ne veux pas dire que c'est une bonne chose, parce que prendre 15 points de pénalité, ça ne peut pas être une bonne chose, surtout si la justice continue encore un petit peu d'avoir le nez dans tes affaires. Ouais, de creuser, tu n'es jamais à l'abri d'en reprendre une deuxième cartouche derrière. Mais j'ai l'impression qu'il parlait c'était un truc vécu, Kanto. Genre, il s'est fait rattraper par la patrouille. Genre, il était dedans, genre. Non, mais. Non, je il y pense avait un message là-dedans. Il y a eu une interdiction de recrutement, du coup, j'ai pas suivi le dossier correctement. Ouais. Je sais pas si 15 points, c'est déjà pas mal. Moi, j'ai entendu surtout les 15 points. C'est 15 points. Pour l'instant, c'est 15 points. Il y a eu des amendes, il y a eu des interdictions d'exercer. Oui, pour les dirigeants, pour Agnelli, Nedved et tout. Ce serait intéressant d'avoir un spécialiste de la Juve, parce que la Juve, ça va faire à peu près tous les 10 ans, ils nous font un truc comme ça. À chaque fois, ils se tapent des rétrogrades. C'était quand avec des En 2006. Même avant ça. La descente en série B. La descente en série B, l'histoire de la créatine, il y a pas mal de choses. T'es en train de dire que dans la manière de diriger les grands clubs et dans tout ce qui est politique et dans tous les milieux où il y a de l'argent, il y a des magouilles. T'es en train de non, mais la Juve, en tout cas, apparemment, ils retiennent pas la leçon. Je pense que t'élargis tout ça, parce qu'il y a des clubs qui sont encore plus puissants et qui sont peut-être mieux protégés en certains pays. Je pense que t'élargis tout ça à tous les clubs. Il y a beaucoup de clubs, si tu suis les règles, ils seraient en D2 ou D3 aujourd'hui. Beaucoup de gros clubs. Moi, il y a quand même un truc. On sait que ça passe à l'as. Et moi, il y a quand même un truc qui me fascine. C'est vrai que je vois beaucoup de gens, ouais, mais pourquoi que la Juve? Et je vois des mecs, ouais, il n'y a que eux qu'on a sanctionné, c'est pas juste, machin, nanan. Alors moi, c'est vrai que j'entends que dans les instances, il y a des problèmes, des trucs, des machins. Mais au bout d'un moment, les gars, je me dis, il y a quand même des gens qui ont fait des enquêtes, qui ont étudié des dossiers, qui ont établi des sanctions. S'il y en a un qui prend plus cher que l'autre, est-ce que ça peut vous venir à l'idée qu'il y en a un qui a fait plus grave que l'autre? Il y en a énormément qui sont là en mode, mais c'est n'importe quoi, il n'y a que la Juve qui prend, pourquoi? Ils ont vraiment abusé, la Juve, c'est tout, ils sont allés trop loin. Genre, je te donne un exemple bidon, tu vois, c'est comme si t'as deux mecs qui volent au supermarché, il y en a, il a fait un, l'autre 15 fois. Ah oui, ça te fait deux voleurs, mais il y en a un qui va prendre plus cher, tu vois. Et c'est logique. Alors après, moi-même, j'ai pas accès au dossier, mais ce que je veux dire, c'est que je pense quand même qu'il n'y ait peut-être pas un conglomérat spécial anti-Juve. Après, on verra ce que ça va donner le truc sur le Napoli. Mais en réalité, la Juve, franchement, rien que sur le Arthur Pjanic, et même, gros, leur board a démissionné en entier du jour au lendemain. En novembre. Ils ont tous pris des interdictions d'exercer. Il était en roue libre depuis on s'en rappelle, quand le début de ces enquêtes-là était arrivé, il y avait eu des déclarations qui s'étaient chopées des mecs de la Juve qui disaient s'ils retrouvent ce document-là, on ira tous en prison. Gars. Non, mais là, en plus, c'est terrible parce qu'il y a eu des écoutes et tout. Enfin, ils sont allés chercher très très loin. Ils sont allés chercher dans les transferts, comme tu disais tout à l'heure, sur les jeunes qui ont été faits. Enfin, des trucs où ils ont gonflé les revenus. Donc, c'est assez fou. Mais là, Zal, pour toi, sur la suite, là, il y a une nouvelle direction, mais. Est-ce qu'on va pouvoir repartir quand même ça fait 3 décennies plus de 3 décennies que je suis le foot et j'entends tout le temps ça de la Juve. Et je voulais savoir justement, est-ce que ça appartient toujours à la famille Agnelli? Oui. Le club? Il me semble, oui. Mais qu'est-ce qu'ils font à chaque fois? C'est là où je comprends pas en fait.
C'est que tous les 10 ans, il y a un truc comme ça. Ouais, pas identique, mais il y a un truc qui les plombe pour pas mal de saisons. Quoi. Il faut peut-être juste faire le ménage, en fait, finalement. Hein. Peut-être installer de nouvelles personnes. Il y a eu corruption d'arbitre. Il y a eu pas mal de choses. Franchement, là, on pourrait faire une compile. Il y avait des picouses. Ça, c'était la créatine, comme il disait à l'époque. Ah oui. Mais à l'époque, c'était pas illégal. Du dopage dans le foot, pour de bon? Ah oui. Pareil, je suis étonné. Je croyais qu'il n'y avait que le cyclisme, c'est pour ça. Non, mais par exemple, la créatine, c'était interdit en Ligue 1, mais en Serie A, ils avaient le droit, quoi, tu vois. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, petit sujet de la semaine sur la Juve. Toi, Bruce. Le pire, c'est la vidéo avec Cannavaro. Vous l'avez vu, la vidéo? À l'époque, oui, c'est piqué. La vidéo, elle est lunaire. Et tu crois que c'est une parodie? Bah oui, il dit ça normal, ils s'en battent les couilles. Mais il te le fait normal et tout. Non, mais il dit carrément, genre, vas-y, remets-en moi encore. La vidéo, elle est. Ah ouais, j'ai jamais vu la vidéo. Tu regarderas, tu vas dire, ah ouais, c'est un autre monde. Ça parle avec des picouse dans la fesse, remets-moi un peu. Après, il parle pas de son espérance de vie. Il dit, on est des monstres, il dit et tout, je prends la picouse. C'est vrai que cette vidéo... Et d'ailleurs, à l'époque, Zidane avait été entendu et tout par les juges. Avec Deschamps aussi. Ouais, il était allé s'expliquer. Enfin, c'était assez violent et ils s'en étaient bien sortis, je pense. Mais attends, il y a un joueur, là, en parlant de ça, récent italien, un grand joueur qui, après les morts de Vialli et d'un autre récemment, il a dit, j'aimerais bien qu'il y ait une enquête sur les produits qu'on nous faisait prendre dans les années 90. Ouais. Parce que quand on voit des footballeurs italiens qui, à 50 ans, ont cancer et crise cardiaque, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé 25 ans avant. Et c'est un grand joueur, c'est sorti récemment, là, je l'ai lu dans un article. Moi aussi, j'ai vu passer ce que t'as dit, je l'ai vu passer. Un grand joueur, je sais plus comment il s'appelle. Dino Baggio. Ouais, Dino Baggio. Merci dans le chat. Et ouais, il a dit, j'aimerais bien qu'on sache, parce que peut-être qu'on n'était pas tous dopés, mais bon, j'aimerais bien savoir. Lui, en vrai, il s'inquiète aussi pour lui. Ah, gars, il voit des joueurs. Après, c'est un peu normal. Il voit des joueurs avec qui il a joué qui partent les uns après les autres. Après, petite question, normalement, de toute façon, tous les footballeurs, ils prennent des piqûres de compléments de vitamines, tout ça, normalement. C'est pas nécessairement des piqûres, ça peut être des gélules, tu vois. Oui, des trucs pas interdits d'ailleurs. Oui, non, on va pas avoir une picouse pour un oui ou pour un non. Faut pas confondre les infiltrations et les piqûres avec une recette un petit peu spéciale concoctée par notre ami Panoramix. Hein. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Non, mais dans le foot, de toute façon, il y a des dingueries comme ça. Il suffisait de voir l'effectif de Liverpool il y a quelques années, il y a 3-4 ans, les 3 quarts étaient asthmatiques. C'était trop drôle. Et en fait, c'était vraiment l'effectif de Liverpool, les 3 quarts étaient asthmatiques. Et je me rappelle, j'avais lu un article où c'était une sorte de médecin, un truc comme ça. Il avait dit un truc, il avait dit non, mais là, Liverpool, avec tout ce qu'ils font et avec tout ce qu'ils prennent et tout ce qu'ils donnent aux joueurs, ils peuvent pas tenir. Ils vont avoir des saisons pourries. Là, je te parie, cette saison, ils vont puer sa mère. Et bah, cette saison-là, c'était la saison d'il y a 2-3 ans, là, où ils avaient fait une saison moins bonne. Criant, notamment en compétition internationale, il y a pas si longtemps que ça, une équipe où ça courait comme des lapins. J'ai rarement vu ça. Et après, ça s'est éteint assez vite. Et des fois, on l'a vu avec des clubs où tu as des mecs, c'est des animaux. Ils peuvent courir, mais non-stop. C'est des chiens de la casse sur une période. Et quand ça retombe, c'est plus la même histoire. Je crois que Bruce, le pire exemple, le pire moi j'en ai un. Le plus marquant qu'on avait vu, je crois que c'était avec la Russie. Oui. Moi, j'ai pas donné et tout. J'ai pas donné c'est vrai que c'était incroyable. C'était sur un euro, non? Russie-Pays-Bas. Russie-Pays-Bas. En quart, où ils s'en prennent 4 contre l'Espagne. De la poule au quart de finale, ils couraient partout. Ils auraient joué en quart de finale. Mais non, la Russie sort l'Espagne. Ils sortaient, après ils se font défoncer en quart, mais contre qui alors? Je sais plus. C'est bon, en tout cas, ils se font défoncer. Il y a eu le contre-coup, ils se sont fait éclater. Je sais plus contre qui. Moi, vraiment, et genre dans les techniques ou des fois un peu bizarres dans le foot, et celle qui m'avait fait le plus rire. Et là, c'est même pas nécessairement du dopage, c'est juste dans les techniques chamaniques bizarres. C'est quand le tas de cheval. Ouais, c'est ça. Quand le PSG a ressuscité David Luiz avant le match contre le Barça en 2014 ou 15, je sais plus. Ouais. En gros, David Luiz s'était pété, je crois, pour un mois et demi. Ouais. Il s'était fait remettre sur pied en 2 semaines, alors qu'il avait une sorte de blessure qui prenait un mois et demi, tu vois. Il l'avait envoyé à Saint-Pétersbourg. Il lui avait fait mettre des cellules avec du placenta de cheval. De cheval, ouais. Il est revenu, il s'était dit yes contre le Barça, double petit pont de Suarez dans ta mère dans le match. Et il s'était fait fumer. Ça, c'est trop drôle. Ils avaient fait ça pour quel joueur? Pour un retour express, et par contre, ça a David Luiz. Non, mais pour un autre, il s'est répété direct. Diego Costa. Pour une grosse coupe. Diego Costa en finale de Champions League, je crois. Ouais, c'est peut-être Diego Costa, Je crois. Il a une déchirure, je crois. Il est sorti direct. Déchirure ischio-jambier ou quadri, et il fait placenta de cheval chez une chamane en Bulgarie, et il se retrouve. C'est un carnage dans le bon sens ou dans l'autre sens. C'est pas le docteur Wolfgang, non? Un Allemand là qui faisait ça.
Mais non, mais si, il y a. Comment ça, Dr Wolfgang? Mais non, mais il y a un docteur allemand là, je sais pas qui. Oula, bizarre, Braco. Non, je sais pas si c'est Wolfgang ou un autre place. Son prénom, oui, Les rêves et tout, En tout cas, ce débat sur la vous nous a emmené très très loin. Non, Barack, Non, mais heureusement, c'est il un peu bosse drôle pas à de discuter Mediapart. de temps en temps de C'est marrant. Je vous retrouve son nom dans 2 secondes, mais. un blague. J'ai peut-être raté le nom, mais je crois que c'est le médecin du Bayern qui leur faisait prendre du placenta de cheval. Bayern, c'est vrai que quand ils arrivent. Goretzka, il a pris en muscle. Moi, Ça allait vite, hein. Si on y va avec Kanto, on ressort, on est des c'est ça. Armands. Au bout de 15 jours, on est des bêtes. vous passez plus la Bayern, là. Non, mais faut arrêter au bout d'un moment. Ma meuf, elle prie tous les dieux de la terre pour que je signe au Bayern. Donc j'imagine que c'est pas pour rien. Elle en a marre d'avoir un ficello. Elle s'est dit bon, s'il peut ressembler à Goretzka demain, putain. Il y a du boulot. Ah ouais, c'est ça, c'est le docteur. Comment fallait le prendre ton truc, mais. Non, c'est sorti tout seul. Désolé, Kanto. Désolé. Oui, c'était le docteur Müller. Non, mais je parlais de mon corps. C'était le docteur Müller-Wolfart. Exactement, voilà. C'est lui qui avait été un petit peu dans ces histoires-là. Bon, bref, messieurs, c'était drôle, on s'est bien amusé. On aurait dit un personnage de Doom, carrément. Avançons et passons maintenant à la VAR de Kanto. Voilà. Non, c'est pas touché. Non, c'est pas touché. Alors, Kanto, t'as une petite news. Les news vont revenir. J'essaye de tanner Kanto pour qu'il nous prépare des news chaque semaine, mais bon, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Les semaines sont chargées. Aujourd'hui, t'as préparé une VAR, mais t'as aussi une news à nous proposer. Exactement, j'ai une petite news à proposer parce que vous savez qu'il y a des sports comme le tennis, par exemple, qui se pratiquent soit en indoor, soit en outdoor. On peut pratiquer ça donc à l'intérieur ou à l'extérieur. Et il y a d'autres sports en général qui peuvent se pratiquer à l'intérieur d'une maison ou en extérieur. Et ça a été notamment le cas dans une course de rallye. Alors Loris, voilà, en régie, va vous montrer tout ça. Voilà, on a eu 2 personnes et là vous allez voir finalement. Eh ben non, on mettra pas ça parce qu'on n'a pas envie de faire ban la chaîne de Bruce. C'est le TFC qui a parodié un petit peu cette image. Bon, il y a évidemment un couple qui est en plein débat sur le bord de la route. C'est une vidéo qu'on a vue dans le rallye dans la semaine. Pourquoi t'as parlé de tennis? Parce que c'était pour amorcer la petite blague, indoor, outdoor, sport de chambre en indoor, outdoor, tu vois, bref. Ouais, je sais pas. Un peu tiré par les cheveux. T'as un peu tiré par les cheveux. Je m'attendais à un truc de tennis, moi, là-bas. Moi, frère, j'avais rien compris. Mais même la vidéo, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Non, mais pour ceux qui connaissent la vidéo, voilà, je sais pas si t'as vu je l'ai vu, moi. Sur la vidéo originale. J'ai vu les mecs qui montraient leur cul. Il y a quelqu'un qui prend une cartouche, quoi. Exactement. Sur le bord de la route, quoi. Exactement, il y a 2 chasseurs là en bord de route. Non, mais ça va? Ils ont tiré à sec là. Je suis Nicolas Diaz, moi. Ça va pas, les mecs, faut pas dire ça. Non, mais on est où là? Non, mais du coup, on peut parler, on peut faire en fait, il y a un arrêt sur image qui est parlant. Les gens sont occupés sur Twitter. Voilà. Oui, voilà. Mais voilà, c'était une petite parodie du côté du TFC où on pensait voir une petite lune et finalement on n'a rien vu du tout. Voilà. Bon, ok. Kanto, là, tu vas lancer un débat, c'est sur les 5 changements. Exactement. Un petit débat sur les 5 changements parce que vous savez que dans le football, c'est vrai qu'on parle de l'une aux 5 changements dans le football. C'est vrai que c'est une transition pas idéale. Mais vous savez que dans le football, voilà, il y a la réglementation qui a été historique. C'était 3 changements par équipe. Et depuis la crise sanitaire du Covid, on a décidé finalement de passer à 5 changements. C'est une règle qui a été décidée du coup en mai 2020 et qui était valable jusqu'à fin 2021 pour les rencontres de clubs et jusqu'au 31 juillet 2022 pour les rencontres internationales. Finalement, ça a été repoussé et prolongé jusqu'au 31 décembre 2022. Et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, puisqu'on est en 2023 et on voit que c'est une règle qui est encore en vigueur. C'est une règle qui d'ailleurs a été autorisée par l'IFAB dans tous les championnats à la discrétion des championnats. Donc certains championnats comme la Première Ligue par exemple ont refusé dans un premier temps d'adopter cette règle et finalement ils sont revenus et ont désormais les 5 changements. Alors juste voilà, l'IFAB c'est pour ceux qui connaissent pas, en gros c'est le juge de paix, le garant du respect des règles et des lois dans le football. C'est la International Football Association Board, donc garant des lois du jeu. L'IFAB qui a donc procédé à ce changement de 3 à 5 justement remplacements par match et qui a également fait un petit changement sur la feuille de match puisqu'auparavant on avait le droit à 12 remplaçants sur une feuille de match. Désormais c'est 15 possible et encore une fois c'est à la discrétion du championnat, donc des règles qui sont disponibles selon les championnats et selon les comités et les fédérations nationales des uns et des autres.
Et moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, en fait, c'est avoir vos avis. J'ai demandé un petit peu l'avis des gens sur Twitter et j'ai mis moi-même mon avis. Finalement, est-ce que ces changements, ça a été un bénéfice pour le football ou est-ce que, au contraire, c'est quelque chose de négatif pour le football? Donc moi, je vais juste vous énumérer un petit peu les principaux points positifs et négatifs que j'ai. Et après, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça et vous allez me donner vos avis pour peut-être compléter un petit peu tout ça. Donc dans les points positifs, j'ai mis déjà moins de blessures parce qu'il y a beaucoup de matchs avec des calendriers qui sont surchargés et ça permet justement à avoir des temps de jeu un petit peu plus limités puisqu'on a beaucoup de changements. Il y a plus de joueurs qui jouent, donc forcément un petit peu moins de blessures et plus de temps de récupération. Ensuite, j'ai mis qu'il y avait plus de temps de jeu pour l'intégralité du groupe. Vu qu'il n'y a pas maintenant 3 joueurs qui vont rentrer par match mais 5, ça veut dire qu'il y a 2 joueurs à chaque match qui vont être concernés, ce qui veut dire qu'on va avoir un groupe qui va être vraiment impliqué à chacun des entraînements parce qu'ils savent qu'ils vont avoir la possibilité de jouer, là où parfois on sait qu'il y a des entraîneurs qui jouent avec 11 titulaires, 4 remplaçants. On a des groupes en général de 12, 13, 14, 15 joueurs, pas plus. Alors que là, le fait d'avoir 5 changements, on a des groupes qui sont un petit peu plus élargis, ça leur permet d'avoir des joueurs qui sont impliqués toute la saison. Ensuite, j'ai mis plus de temps de jeu pour les jeunes, parce que c'est vrai. Parce que du coup, les entraîneurs sont un petit peu moins frileux. Une fois qu'ils ont fait leurs 3 changements, s'ils mènent au score, ils peuvent tenter de faire entrer un jeune pour la fin de match. Ils peuvent tenter de mettre des jeunes pour essayer de justement renverser une situation. Donc pour moi, ça donne un petit peu plus de temps de jeu aux jeunes. Là où auparavant, on avait tendance plutôt dans les 3 changements à faire jouer des joueurs qui étaient sous contrat ou qui avaient des statuts ou pour justifier leur salaire, etc., etc. Et enfin, j'ai mis le côté spectacle. Parce que le fait d'avoir plus de changements, ça fait premièrement plus de joueurs frais, donc plus d'intensité dans les matchs, plus de courses rapides, des systèmes de jeu qui sont en permanente évolution, parce que comme on l'a dit, quand il y a 5 changements sur ton 11 de départ et qu'après tu as 5 joueurs différents, le plan de jeu, la tactique mise en place par l'entraîneur, les circuits de passe, etc. peuvent changer de manière radicale puisque ce n'est plus du tout la même équipe et encore plus notamment dans des compétitions comme la Coupe du Monde, il y avait des changements supplémentaires pour les prolongations. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour la partie positive et pour les points négatifs, j'ai mis que justement ça renforce énormément les équipes avec des gros budgets parce qu'une équipe qui a un petit budget va être obligée peut-être en 4e, en 5e changement de faire entrer un joueur très moyen, voire un jeune du centre de formation, enfin un jeune qui n'a pas beaucoup d'expérience, alors que quand tu as des grosses équipes du championnat avec un gros budget, forcément ils vont avoir un gros banc et ils vont pouvoir faire rentrer un petit peu, comme on appellerait ça au rugby, des impact players, plus que des remplaçants qui sont remplaçants parce qu'ils sont moins bons que les autres, mais plutôt des joueurs qui ont de la qualité. Et c'est pour ça qu'en ce sens-là, le fait d'avoir 5 changements, ça permet d'avoir une armada sur le banc qui peut être utile et de créer encore plus de disparité entre les grosses équipes et les petites équipes. Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai noté moi et ce que j'ai vu principalement sur Twitter. J'ai vu sur Twitter que l'avis global, il faudrait peut-être lancer un sondage en régie. Loris, si tu peux le lancer sur le chat pour savoir si les gens accueillent plutôt favorablement ce changement de règle ou pas. Mais j'ai vu quasiment que des avis positifs, même s'il y avait quelques réserves par rapport à notamment Bruges. Je sais qu'on en avait parlé la semaine dernière. Ouais. Moi, j'ai des idées de trucs négatifs. Vas-y, je t'en prie. Alors, justement, je sais exact, toi, t'es plutôt d'accord. Zal, je connais pas trop ton avis. Mais toi, Bruce, t'es pas complètement d'accord avec la règle des 5 changements. Après, on donnera plutôt. Je suis le vieil aigri, je suis un vieux con. J'aime pas trop le changement et surtout pas dans le foot. Ça fait du bien parfois. En fait, il y a des points positifs, comme vous avez dit. Tu peux faire jouer plus de joueurs, la gestion du coach est plus simple, etc. Après, moi, ce qui me dérange, et on a tous joué un peu au foot en club à nos petits niveaux, il y a un côté stratégique qui est intéressant aussi parce que quand tu as 3 changements, je te donne un exemple, tu es limité par les changements et parfois les joueurs peuvent se fatiguer. Tu peux avoir des 1 contre 1 pendant tout un match et il y en a un qui va finir par plier, par exemple le latéral à force de le faire courir ou l'ailier à force de faire des courses. Et pour moi, ça peut créer un déséquilibre dans un match et être intéressant. Ça peut faire basculer le match. La gestion de tes efforts pendant un match quand tu joues au foot, c'est important à l'époque. Tu te disais, il faut essayer de tenir tout le match. Tu vas pas courir comme un con les 30 premières minutes à fond et après être cuit. Et là, maintenant, tu peux courir un peu n'importe comment sur certains postes. Et je pense que c'est des considérés, je te dis pas complètement n'importe comment, mais tu peux faire beaucoup plus d'efforts en sachant que tu as 5 changements et les postes, notamment sur les couloirs et tout, tu sais que tu pourras faire plus de changements. Donc ça, moi, je suis pas fan parce que ça enlève ce truc-là de la gestion des efforts et du déséquilibre que ça peut créer. Comme dans un match de boxe où à la fin, il y en a un qui cède en fait. Exactement. Là, t'as plus trop ça. Ouais. C'est ce duel, on se poulasse en tête. des oppositions à certains postes où tu vas faire courir ton adversaire et ainsi de suite. Pour moi, ça fait partie du foot et il y a une opposition qui se crée là-dessus. C'est intéressant ce que tu dis, mais tu vois, genre à l'opposé du spectre, tu dis pas, du coup, vu que le gars peut ne pas ménager ses efforts, ça fait moins d'erreurs, et donc du coup, vu que ça fait moins d'erreurs, ça augmente la qualité de jeu, vu que du coup, il y a moins de mecs cuits physiquement qui laissent passer un truc bidon. Ça augmente, en fait, tu dis, c'est le mec fait passer un truc bidon
bidon parce qu'il est cuit, donc du coup l'équipe prend un but, ça peut sanctionner toute une team, alors que tu vois, si c'est un peu plus frais, tu te dis bon. En fait, Lazare, c'est parce que tu le vois du bon côté. Si tu le vois de l'autre côté, le latéral sera jamais fatigué. S'il est cuit, il est remplacé. Du coup, il n'y aura pas d'erreur non plus. Puisque ça va être compensé aussi de ce côté-là. L'ailier va sortir et en face, le latéral va sortir aussi s'il est fatigué peut-être. Donc en fait, ça compense. Et du coup, ce déséquilibre, il peut être apporté par la fatigue de certains joueurs. Un joueur qui prend le dessus parce que tu es limité par les changements, tu as fait tes changements. Là, c'est pas le cas, tu vois. Et l'autre truc, au-delà que ça avantage les gros clubs et tout, ça c'est facto, mais tout dans le foot moderne est fait pour avantager les plus grosses équipes, les clubs les plus riches, malheureusement, c'est comme ça. Et moi, je déteste ça, mais c'est parti pour. Et l'autre truc aussi qui est très chiant, c'est que ça te permet de faire potentiellement d'avoir 10 cartons jaunes. Du coup, de faire des fautes qui te cassent complètement le jeu. Et on sait qu'un carton jaune, ça peut faire mal, tu vois, quand tu dois te trimballer pas mal de cartons et tout, mais là, potentiellement, tu peux te prendre 5 jaunes et remplacer à des postes clés chez des défenseurs ou des récupérateurs, ce que tu veux. Hop, c'est pas grave, tu peux faire tes fautes, cacher le jeu et tout. À un moment, je te remplacerai s'il faut. On a la profondeur de banc, on peut se le permettre. Voilà, et ça, je suis pas fan. Ça change beaucoup de choses. On entend bien, en tout cas, que ton avis, Bruce, il est presque même un peu nostalgique aujourd'hui. T'as l'impression que t'es en train de perdre ce qui faisait le charme. Le côté intelligent. Oui. Le côté tactique, le côté stratégique, le côté. C'est ça. Le duel entre les joueurs. Je pense qu'en fait, j'entends. Les gens voient, t'as 5 changements, ça ajoute plus de solutions de la tactique et tout. Pour moi, tu tues la tactique et justement, c'est moins tactique. Parce que c'est l'inverse. Tu perds en tactique, mais après, tu gagnes quand même en qualité, du coup. C'est vrai que. Pour moi, la tactique, elle n'était pas initiée que par la contrainte, tu vois. Genre là, entre 3 et 5, c'est une contrainte, tu vois, genre d'avoir moins de changements. Et donc, du coup, c'est vrai ce que tu dis. Par exemple, le truc jaune, j'avoue, j'y avais jamais pensé, tu vois. Donc, c'est vrai. Mais en fait, à l'inverse, tu vois, tu gagnes des choses avec un petit peu plus, tu vois, de flexibilité et de possibilités, tu vois. Genre, pour moi, en fait, c'est un changement qui avantage tout le monde, en fait. Tu vois. Alors, peut-être, sûrement même plus les gros clubs, comme tu as dit, de facto, avec plus de joueurs, etc. Après, c'est vrai que sur le coup, souvent, quand on regarde la structure d'un match, dans les 5 changements, c'est souvent l'équipe en difficulté qui va y avoir recours en premier. Donc, dans des rencontres petit club, gros club, très souvent, le petit club en premier, tu vois, parce que le gros club va souvent garder sa structure tant qu'il talents. Voilà, tu vois, genre le petit club qui prend le bouillon, il va d'abord faire des changements. Enfin, en tout cas, c'est souvent comme ça, vu que c'est souvent des choses à réaction. Des fois, des gros clubs qui dominent font des changements aussi, mais voilà. Moi, à l'heure actuelle, je l'entends, mais j'ai pas l'impression que ça a un impact aussi négatif que ça. Au global, je trouve que c'est une bonne chose. Moi je trouve que c'est vraiment une bonne chose. Tous les bons points énumérés, pour moi, ça contrebalance largement les quelques petits défauts que ça peut apporter, qui au final ne seront plus remarqués quand le foot se jouera de cette manière. J'aime bien les 5 changements, moi, je trouve que c'est une bonne chose. Non, mais ça s'entend aussi. Zal, tu te places comment, toi? Plutôt côté Bruce ou plutôt côté Zach et Kanto? Je dirais quand même plus du côté de Bruce. Après, il y a plein de petits points positifs, mais pour moi, le plus gros point négatif, ça reste quand même les clubs qui ont une vraie profondeur de banc. Les gros, ouais. Et si t'en as pas, c'est compliqué. Du coup, t'es pas aussi avantagé qu'un club. Sans parler de gros clubs, hein, juste d'avoir une vraie profondeur de banc avec un niveau égal sur les titulaires à peu près. Et c'est plus ce côté-là, je trouve que c'est le vrai point négatif. Après, la partie stratégie, mais ça on le savait déjà, hein, que de toute façon, c'est plus comme dans les années 90 où il y avait pour moi plus d'intelligence de jeu qu'aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, on mise tout sur Ça, ce qu'il a dit, que le QI foot, il y a un joueur qui l'a dit là. C'est Benzema. Non, c'est pas avec Benzema. Zach, il en parlait déjà. Ça m'avait fait plaisir de l'entendre. Benzema parlait dans... Mais il y a un autre qui l'a dit là. J'ai vu passer ça il y a une semaine. Nasri, ils disent. Pour moi, c'est Nasri. Pour moi, aujourd'hui, le foot, tout est misé sur l'endurance, la vitesse, tu vois, et c'est plus comme avant où... Benzema, il avait plus parlé de statistiques, il me semble, où tout le monde pense aux stats, alors que lui pensait plutôt collectif, il me semble. Ouais, tu vois, il y avait un vrai jeu d'équipe, tu vois, ça pouvait jouer, tu sais, quand... je prends des fois des autres sports pour expliquer un petit peu, mais tu vois, quand t'avais Magic Johnson qui regardait à gauche, mais qui passait à droite, mais ça, tu vois, dans le foot des années 90, c'était inné, quoi, tu vois. Aujourd'hui, le mec, il est face à lui, mais il n'arrive pas à lui donner le ballon. Pour moi, ce que tu décris, c'est l'évolution du foot qui fait ça. Et en gros, l'évolution qui n'est pas forcément d'ailleurs positive, hein, encore une fois. Moi, ça me fait... Juste que l'évolution, en fait, regarde, quand tu regardes avec le temps, genre la créativité dont on parle, c'est temps et espace, tu vois. Et les joueurs à l'époque avaient plus de temps, plus d'espace pour faire des choses, et donc du coup, plus pour s'exprimer. Et donc c'est là où, pour moi, il y a beaucoup de génies qui ont pu kiffer, parce que à l'époque, quand tu prenais le ballon, t'avais pas... Ça pouvait arriver, hein, pas que ça n'arrivait jamais. Mais tu n'avais pas forcément direct un pressing tout terrain sur ta mère sur 90 minutes, des trucs comme ça. C'est vrai. Par contre, à l'époque, et c'est logique parce que le foot était aussi moins développé, tu avais des fois des aberrations tactiques qui étaient
énormes, tu vois. Non, ça pour moi, tu les as toujours. Je suis d'accord avec toi. Tu vois la gueule des buts en ce moment. Moi, arrivé. Ah oui, non, je dis pas qu'il y a moins de buts casquettes, c'est même pas les buts casquettes. Pour moi, il y avait des... Genre dans les ressorties de balles, dans les placements de ligne défensive et tout ça, machin. Des fois, regardez un match des années 2000, même un bon match de LDC de 2004-2005. Regardez des fois, ne serait-ce que par rapport à la ligne médiane, les placements de ligne défensive et des équipes coupées en deux, des top équipes de quart finale de LDC. Je suis sûr que des fois, tu te laves les yeux. Moi, je trouve que là, tu prends la dernière Ligue des Champions, tu vois les matchs du Real, tu vois les mecs, pourtant ils vont au bout. Tu regardes les équipes qu'ils ont affrontées, City, les meilleures équipes. Je suis désolé, en intelligence de jeu défensive à certains moments, alors que c'est les meilleurs joueurs au monde, je parle pas que du Real, c'est une catastrophe. Pour moi, individuel. Tu vois la gueule pour moi, il y a quand des même buts, les mecs, ils sont incapables de faire même truc. On l'a même vu à la Coupe du Monde. Pour moi, l'exemple, et même s'il faut le Vardiol-Lovren, le premier but de l'Argentine sur le péno, enfin, c'est des trucs, mais c'est impensable. Pour moi, c'est individuel. C'est-à-dire que vu qu'à l'époque, tu vois, collectivement, défensivement, c'était pas aussi évolué, bah du coup, t'avais des énormes monstres, tu vois, avec les grands qu'on a connus, tu vois, même toi du Milan, qui crevaient l'écran en fait. Maldini, ouais, qui avait une intelligence de malade parce qu'ils arrivent à compenser des fois des délires. Mais par contre, genre structurellement en termes d'équipe, il y a des trucs, faut se laver les yeux. Allez sur Footballia, regardez un match. Tu prends juste la Coupe du Monde 98, franchement, si tu regardes quelques matchs, tu vois que c'est du kick and rush. Ça envoie, ça repart, il n'y a pas de tactique vraiment. Je parle pas de ce football-là. Je regarde la dernière Coupe du Monde en termes de jeu, elle est catastrophique. On peut me dire ce qu'on veut, le niveau, il est catastrophique. Ah, c'était niveau scénario, c'était exceptionnel. Niveau jeu, c'était pas la folie. Moi, franchement, les gens, mais niveau jeu, c'est catastrophique. Par exemple, moi, j'étais fan de la Serie A, quand tu voyais par exemple les défenses italiennes avec Maldini. Quoi Attends, vas-y Zal, vas-y. Pardon Zal, juste on en parlera après. Vas-y. C'est bon, les tirages, il faut arrêter. Ah, c'est pas OM, vamos Jouki, Nantes, les gars. Vamos les gars, restons dans l'émission parce qu'en plus, il faut vraiment qu'on coupe à 20h. Donc vraiment, avançons les gars, avant. J'ai baigné dans la Serie A, tu vois, et quand je voyais la défense du Milan AC, par exemple, tu vois, avec les Maldini, Baresi, tout ça, même les gardiens, tu vois, il y avait vraiment une vraie intelligence de jeu au niveau des latéraux qui étaient... pas des latéraux modernes, mais qui avaient... Enfin, pour moi, c'était... Cafou, si, ça commençait à être, tu sais, la ouais, c'était le début du... Quelque part, c'était un petit peu le début. Caladze et compagnie, ouais, non, mais t'avais... Caladze, là, mais Caladze, c'est bien après. C'est après, c'est 2005. bien après. Il pouvait décaler à gauche, mais il était aussi... C'est bien après, tout ça, pour moi. Bien sûr. Mais pour moi, j'entends ce que vous dites, genre, c'est réel, genre, la part au fait qu'il y a peut-être, tu sais, des fois, moins de magiciens, et que le fait qu'à l'époque, du coup, ça pouvait laisser plus de force à des individus, même en défense, du coup, tu vois, des gars qui compensaient et qui, à des moments, devaient rattraper des grosses dingueries et tout. Mais franchement, je vous le dis, genre, parce que je sais que vous connaissez le foot, genre, re-regardez des fois des matchs de 2005, 6, 7, 3, 2, 1. Et pour moi, c'est regardez, attendez les gars, attendez. Quand tu me dis 2005, deux secondes. Sortie de balle et bloc défensif à des moments, genre, la différence entre les lignes, le milieu et trucs comme ça, genre, il y a des choses, genre, vous saignez des yeux. Et vous vous rendez compte que le foot a évolué, mais par contre, cette évolution a apporté un lot de défauts dont on est en train de déplorer à l'heure actuelle. C'est pour ça que je dis pas que l'évolution est nécessairement bonne, mais c'est... Quand tu me parles de t'as le mot de la fin et après on avance, vas-y. Quand tu me parles de 2005-2006, pour moi, c'est pas le football que je te parle. Moi, je te parle de celui-là des années 90. Même 2000, même 90, c'est valable pour ça. Pour moi, c'est... En fait, on n'y a pas gagné au change d'année en année, de décennie en décennie, tu vois. Après, certes, ça va 10 fois plus vite et tout ça, mais voilà, quoi. Ok, bon, bah, c'était un débat très intéressant. De voir jouer des poulets sans tête. Voilà. Moi, je suis d'accord avec Zal, et c'est Nasri qui a dit ça, la créativité à certains postes et machin. Là, cette génération va marquer la fin de ça. Dans l'ensemble, on avancera dans le temps avec de moins en moins de joueurs créatifs, parce que c'est comme sur FIFA ou FUT, pour ceux qui jouent. Tu auras des séquences, à ce moment donné, tu es placé comme ça, faut faire absolument ça, la passe en retrait ou faire ci. Tu as l'impression qu'il y a 2-3 plans de jeu par joueur et ça se limite à ça. Et les créatifs, il y aura de moins en moins. Déjà, il n'y a plus de numéro 10. Parce qu'ils ont des trucs préétablis et ça laisse moins part à la créativité. Le numéro 10, ça commence un peu à revenir, je trouve. Hein. Avec les hauts de garde et tout, tu commences à revoir ce poste, même si c'est pas des vrais numéros 10. C'est des 8 maintenant, je le sais, 10. Mais c'est des joueurs qui évoluent, qui quand même évoluent. Voilà, des fois, ils évoluent dans des zones de numéro 10. Il y en a large. Je parle de quelque chose où il y en avait un par équipe. Oui, je sais qu'à l'époque, il y en avait, oui. Le 10, c'était ce grand numéro 10. Il existe plus. À l'époque, tu en avais un grand numéro 10 dans chaque top 6 ou top 5 de chaque côté. Avec toujours un ce numéro 10, l'avantage qu'ils avaient à l'époque, c'est qu'ils recevaient le ballon entre les lignes. La défense a été 20 mètres trop derrière. Il avait un peu de temps pour avancer, lever la tête,
trouver un truc. Aujourd'hui, il peut pas respirer. C'est vrai qu'ils sont moins créatifs, mais comme t'as dit, genre le numéro 10, il reçoit le ballon, il y a le 6, il y a Casemiro dans sa mère, direct bas, tu vois. Genre, c'est compliqué de faire une décision très vite. Et donc, du coup, ça arrivait ce que tu dis avant, mais plus bas sur le terrain. Voilà, c'est ça. Parce qu'ils étaient plus bas, du coup, dès que ça arrivait dans les 30 derniers mètres, par contre, ça bégayait moins que maintenant, il n'y avait pas d'espace, ils savaient coulisser ensemble, et là, bam, ça te dégommait, mais ça te faisait plus bas. Messieurs. Très intéressant. Je suis désolé de vous couper parce qu'aujourd'hui, vraiment, on a l'émission après à 21h, donc je suis obligé de mettre fin au débat. Mais en tout cas, merci Kanto. Avec plaisir. C'est vraiment très intéressant. Avec plaisir. Non, tu sais très bien. J'aime pas faire ça. J'aime bien vous laisser vous exprimer, mais là, pour le coup, on est vraiment très sérieux. La semaine prochaine, je ferai juste une petite VAR sur les joueurs oubliés en club. La semaine dernière, on en avait parlé. Et la semaine d'après, je ferai les joueurs oubliés en sélection, genre si on pense à des SQD en équipe de France, Pascal Chibonda, à des François Claire en équipe de France, voilà des joueurs comme ça. Très bien. Bah, on a hâte d'y être. Merci les gars. On avance avec le Tour d'Europe. C'est parti. Allez messieurs, vraiment un tour, juste histoire de voir un petit peu ce qui s'est passé un peu partout. Et comme promis, on revient en Angleterre avant d'aller voir en Liga et en Bundes où ça a repris. D'abord pour parler de ce triplé d'Erling Haaland, encore une fois. Bon alors les buts, on les a vus. C'est des buts, on sait à quoi il ressemble maintenant les buts d'Haaland. Mais il faut être là à chaque fois. Et City donc qui était un peu en difficulté ces derniers temps, on en a parlé, qui n'arrivait pas autant à dominer ses matchs, là qui enchaîne 2 victoires. Notamment il y a ce match contre Tottenham où ils sont menés 2-0 et ils arrivent à renverser. Être un tournant ce match-là pour eux. Pourquoi pas, et ce 3-0, mais un joueur en ce moment, messieurs, qui ressort vraiment du lot, Bruce Riyad Mahrez, qui est incroyable en ce moment. Sûrement le meilleur Citizen ces derniers temps. Depuis la reprise. C'est vrai qu'il est très très fort, très impactant. Contre Tottenham, il était sur tous les buts, il a mis la misère. Là, sur le premier but, c'est lui qui est en retrait, mais à De Bruyne, et le but est magnifique. Enfin, tout est bien fait avec Haaland qui coupe. Puis il met aussi un caviar à Haaland quand il récupère le ballon. Donc Mahrez, le meilleur Citizen en ce moment. Puis Haaland, de toute façon, là, il se régale quand il y a les ballons. Il n'y a pas trop de problème. Mais peut-être un tournant, cette remontada contre Tottenham. Tu vois, ça peut être le genre de match, c'est un petit déclic qui te refait reprendre confiance et tout. Tu vois, ça peut... Attention. C'est pour ça que j'ai hâte de voir quand même contre Arsenal et tout ce que ça donnera. Et la victoire, donc 3-0 là, ce week-end. Victoire importante parce que ça permet à City de bien rester, en tout cas d'une certaine manière, au contact d'Arsenal. T'as aimé, toi, ce que t'as vu là de City? J'ai pas vu le match. C'est le premier match de City que j'ai raté depuis un moment. J'avais aussi raté celui de Southampton. Mais non, j'ai pas regardé. Mais au global, de toute façon, malgré la remontée face à Tottenham, je le pense, City de cette année est moins bon que City de l'an dernier. Et on verra où est-ce que ça peut les mener en LDC, parce qu'avec un 9 meilleur finisseur, ça pourra peut-être éventuellement les aider. Après, encore une fois, peut-être que tu te crées un moins gros volume d'occasions, donc c'est encore une fois cet arbitrage, tu vois. Genre, l'année dernière, ils avaient beaucoup plus d'occasions, mais un peu plus de difficultés à les terminer. Cette année, ils ont moins d'occasions, mais moins de difficultés à les finir, parce que tu as un sale monstre pour le faire. Donc moi je pense que typiquement ils sont calibrés pour éventuellement aller plus loin en LDC, quoique il faut quand même les respecter parce qu'on aime bien dire City de choker parce qu'ils ont choqué, coucou, ils ont perdu contre mon équipe, mais sorti de ça ces 2 dernières années ils sortent en finale et en demi, ce qui est loin d'être honteux, tu vois, même si ça part en 2 minutes contre le Real. À voir où ils vont aller cette saison. Parce que franchement, j'insiste sur ça, mais City, je trouve vraiment moins bon cette saison. Ouais, ils sont moins bons, et après, t'entends aussi Guardiola qui dénigre la Première Ligue, qui donne l'impression qu'il veut vraiment se concentrer sur la Ligue des Champions cette année. C'est vrai qu'on n'a pas encore fini de voir ce qui va se passer avec City. C'est peut-être de l'intox, mais bon. Tu crois que les caméras. Tu crois que l'appel, il l'a lâché là, Pep? Bon, il n'a rien lâché du tout, là, c'est du bluff. En tout cas, on relaie juste ce qu'il dit. Zal, donc tu nous parlais de ce Liverpool-Chelsea que tu as vu 0-0. Et c'est vrai que ce match-là, c'est un peu sur la fin où ça s'est un peu excité, même s'il y a eu des occasions un peu avant. Mais en tout cas, un match finalement assez nul quand même. Bah ouais, enfin, une purge. Une purge. Franchement, mais je trouve, j'ai du mal. Après, début de match, c'était pas horrible, mais... C'est la deuxième mi-temps que j'ai trouvé Liverpool un peu mieux à un moment. En fait, un peu mieux. Première, elle était naze. C'est au niveau de la finition, je trouvais que c'était un peu dur. Mais du coup, je regrette Mané, quoi. Je me dis pourquoi il est parti. Ouais. Pourquoi avoir... Enfin, je sais pas ce qui s'est passé dans la fin de cycle. C'était passé 6-7 ans là-bas, je crois, un truc comme ça. Il a tout gagné. Je pense que de lui-même voulait partir. Et puis après, de toute façon, Mané, même s'il allait mieux depuis après la CAN, il a eu aussi des périodes moins bonnes à Liverpool. Ouais, mais bon, il est... C'est pas ça le problème de Liverpool. C'est un problème Non, mais c'était un joueur important quand même. Parce que c'était un joueur qui Oui, mais c'est milieu. Oui, mais c'est pas Mané qui est défenseur central. Non, évidemment. Au milieu de terrain, ils sont moins bien. Qu'est-ce qu'il faisait Liverpool? C'était Mané,
Salah et Firmino, tu vois, c'était ces trois-là qui faisaient que... Ça, c'était l'attaque surtout. Hein. L'attaque, oui, mais une attaque qui était... qui s'entendait à merveille. Mais l'an dernier, tu vois, par exemple, un truc qui remet un coup de boost à Liverpool, c'est Luis Diaz, tu vois, qui vient et qui joue au poste de Mané. Et à ce moment-là, Mané était passé faux neuf, tu te rappelles. C'est vrai, période et tout. Mais... En réalité, pour moi, Liverpool, je suis d'accord avec ce que tu dis. Mané, sans doute qu'il manque des choses, etc. Mais je tiens quand même à préciser qu'il a vraiment eu des mauvaises périodes, enfin des moins bonnes périodes à Liverpool. C'est le milieu, mec. Le milieu, regarde leur dernière recrue au milieu. C'est simple. Je crois que la dernière recrue pertinente qu'ils ont pris au milieu, c'est Alcantara. Et c'était après la LDC 2020 du Bayern. Sinon, depuis, il y a Arthur, mais Arthur, allô, t'es où? Et le reste, bon, c'est pas ouf, quoi. Ils ont perdu Wijnaldum aussi, qui était important. Ouais, Wijnaldum, c'est vrai. Non, mais c'est un milieu, c'est vrai, qui arrive plus à être et aussi Diaz, dominant. Et là où je suis d'accord avec Zach, c'est que Diaz, là où ça leur a fait mal, c'est que lui, même il brillait, même quand Liverpool, ça allait pas, il était capable de quand même te faire ses diffs et de t'apporter des buts. Tu vois et moi je pense que c'est le joueur qui manque le plus aujourd'hui à Liverpool. Ses premières semaines à même Liverpool quand il est arrivé pas à Liverpool, même là en début et tout, tu sais, il cartonnait quand même. Après il y a la nouvelle recrue, c'était pas mal, mais voilà, c'était pas suffisant. Je sais pas comment il s'appelle. Gakpo. Non, Nunez. De Chelsea. De Chelsea. Attends, tu parles de qui là? Ils ont pris un joueur. Liverpool? Non, je parle de Chelsea. Ah, tu parles de Chelsea, Mudryk. Mudryk, mais je fais que Liverpool, le joueur de Chelsea. Je suis en train de Chelsea. Non, Mudryk. Lui, c'est pas mal, tu vois. Il y avait des petits trucs à. Mais bon, voilà, tu vois. Il y a gros potentiel, oui. Il y a Chelsea, ça va être compliqué. Vraiment, Mudryk, le slalom qu'il met. Ah ouais. C'est une fusée. C'est trop drôle. Je l'ai raconté hier en live. Genre, Mudryk, il rentre. J'étais avec mes potes. Il suivent vite fait. Je leur dis, lui, c'est un Ukrainien, 100 millions. Ils l'ont pris. Bon, il est trop cher, bien évidemment. Mais. Il est chaud, vous allez voir. Ouais. Premier contrôle qu'il fait, c'est guette le poussé de balle. Ouais, d'accord, 30 mètres, ouais. Et là, il me faut, il est bon ton Ukrainien. Et là, le deuxième, c'est le slalom. Un peu plus tard, c'est le slalom au milieu de tout le monde et tout. Là, ah ouais, ok, d'accord, on comprend. Et en fait, Mudryk, même au-delà du slalom, même sur plein de prises de balles, sur petits. Même des petits décalages intéressants. Moi, je pense que ça promet. C'était vraiment intéressant. Mais il a la balle, moi, ce que j'aime bien avec lui, c'est que c'est pas le genre de mec juste qui pousse le ballon à 2-3 mètres et qui profite de sa vitesse. Il a un contrôle de ballon, il a une première touche et tout, techniquement. C'est pas mal. C'est pour ça que d'ailleurs, dans la surface, autour de la surface, quand il y a de la densité, il arrivait à trouver les décalages ou à chaque fois s'en sortir parce que la balle, même quand il essaye d'accélérer et tout, elle part pas à 10 mètres, tu vois. Ouais. Et j'aime bien ça chez ces joueurs. Puis c'est un joueur qui va leur apporter aussi un peu d'explosivité. Je pense qu'il a pas peur, il a pas froid aux yeux. Non, mais c'était intéressant. Et Newcastle qui n'a toujours pas perdu, qui n'a pas gagné non plus ce week-end, mais Newcastle qui poursuit sa route, donc qui est toujours bien, vous le voyez dans le classement, 3e de cette PL. United avec sa défaite est un petit peu relégué, et juste derrière, on a Tottenham qui arrive. Mais en tout cas, une première ligue vraiment passionnante à suivre cette saison. Quanto, je voulais qu'on parle aussi de la Bundes un petit peu parce qu'elle est de retour. Enfin, cette Bundes, on a commencé avec un Leipzig-Bayern qui s'est joué à la Red Bull Arena. Et donc, un partout. Ouais. Je ne sais pas si tu as eu cette sensation en regardant le match, mais c'est vrai que tu sentais que les mecs étaient un petit peu empruntés, un peu à court de forme. Hein. Ça se voyait. Hein. Moi, en fait, celui qui m'a marqué le plus, c'est Gnabry. Ouais. Gnabry, quand je l'ai vu à chaque fois sur ses prises de balles, je l'ai senti vraiment emprunté. Comme d'habitude, Choupo, il a été très bon. C'est la reprise, c'est beaucoup pour retrouver le rythme. T'avais le Roi Sané qu'on n'a pas énormément vu non plus. Müller, quand il est rentré, j'ai l'impression de voir un mec de 60 ans sur le terrain. Non, le Bayern a fait beaucoup de possessions stériles, notamment sur la deuxième mi-temps. Ils se font piéger d'entrée dans la deuxième. Il faut aussi se rassurer. Exactement, il faut se rassurer. Après, il y a eu ce début de deuxième où ils se font un peu marcher dessus pendant un moment, puis ils arrivent à reprendre le jeu à leur compte, mais en fait, quand je regardais la deuxième mi-temps, dans la dernière demi-heure, ça poussait, mais j'avais pas la sensation de voir un Bayern tranchant, capable de pouvoir marquer des buts, en fait. Et sincèrement, c'est peut-être la première fois de l'année où je me suis fait chier en regardant le Bayern. La première mi-temps était plutôt intéressante, pour le coup. C'est sur la deuxième que c'est redescendu un peu. C'est ça. Il y a cette première mi-temps où le match peut être complètement différent parce qu'il frappe le poteau une fois, il y a un but refusé pour position de hors-jeu. Derrière, ils ouvrent le score, mais le score aurait pu être plus sévère pour le Bayern. Mais ouais, la deuxième, il y a eu une baisse de rythme. La teuf qu'il y a à côté, c'est ce que j'étais en train de demander. Il y a un tournage, je crois, aujourd'hui. Il y a une baisse de rythme. Une course de trottinette. On va aller les goumer, là. Du coup, en seconde mi-temps, baisse de rythme.
C'est là où quand il revient, il s'est pris une patate. Non, et puis il y a un joueur sur lequel moi ça m'a le plus marqué, c'est sur Kimmich. C'est vrai que je l'ai pas du tout reconnu. Je pense que vous savez que sur le but, il s'est pris petite épaule. Et voilà, j'aime beaucoup ce joueur, vous le savez, et il était vraiment méconnaissable sur ce match-là. Donc je sais pas, ouais. Tu l'as mis une gueulante, gros. Petite Non, baisse je de voulais forme juste voir du ce que Bayern. c'était. Mais après, bon, je suis pas un insider Mediapart non plus, donc non, j'ai pas plus d'infos. Et le match assez fou aussi qu'il fallait suivre en Bundesliga, c'était donc ce Dortmund-Augsbourg qui se termine sur un 4-3, début de malade, honnêtement. Ouais, ça a enchaîné. Il faut aller voir J'ai ça. pas vu celui-là. La fin de match, tu l'as vu, Zach? Non, j'ai vu le résumé, par contre. Vas-y. Non, j'ai vu le résumé et Bellingham encore dans ses œuvres. Ouais. Non, Bellingham, c'est trop. Ah, il est trop fort. J'en aime bien le dire, Trop mais fort. c'est trop. Franchement, il est exceptionnel. À la fin, il passe un dribble façon Volta, gros, archi stylé. Franchement, j'ai regardé un peu les buts que prennent Dortmund. Dortmund, c'est trop drôle. Tu les as essayés il y a 2 mois. C'est une équipe intéressante avec une défense de clown. Tu les retrouves 2 mois après. C'est une équipe intéressante avec une défense de clown. Il y a des choses qui n'ont vraiment pas bougé. Mais sorti de ça, encore une fois, je m'invente pas une vie. J'ai vu que le résumé. Mais sur le résumé, à minima, je vous le conseille. Très intéressant et bien drôle. Et le retour de Sébastien Haller, attention. Ouais. Et pareil. Il était ovationné et tout. Ouais, un but de Giovanni Reina et tout. Bellingham dans ses œuvres. Et en plus, en Bundes, c'est simple parce que j'ai vu quelqu'un en plus dans le chat dire ouais, la Bundes, tellement c'était en pause, c'est éclaté. Je dis wesh, la Bundes, on peut lui reposer 36 trucs, mais la Bundes, c'est un des championnats les plus divertissants parce que ça fait que d'attaque. Et attends, Fribourg qui était 2e avant son match mange 6-0. Leverkusen Gladbach avec la quasi remontée de Gladbach. Je crois que t'as Bayern Francfort en plus le prochain à venir. match. Ouais, franchement, les matchs étaient intéressants. Genre, on peut pas dire que la Bundes c'est un championnat à chier. À part si vous êtes des bandeurs de défense, effectivement, ça défend moins bien parce que ça attaque plus haut et aussi parce que sans doute c'est moins la culture. Mais la Bundes, c'est le divertissement de fou. Après, c'est le divertissement dans les scénarios, dans les matchs. Des fois, c'est dans l'abus. C'est vrai que voir le Bayern gagner 10 années de suite, ça manque peut-être un petit peu de kiff sur ce sujet-là. Je vais pas vous contredire. Mais pour le reste, sur les matchs purs, c'est rare que tu mettes un match de Bundes et que tu te fasses chier, quoi. Non, c'est sûr. D'ailleurs, Colomoni a été très bon ce week-end avec. Comme d'hab. Hein. Non, mais c'était juste pour le souligner. D'ailleurs, vraiment, je tiens à dire, Bruce, il avait prévenu sur Colomoni. Ouais. Moi, je savais que Colomoni était bon, mais pas à ce point. À Bruce, gars. Franchement, respect. Dit qu'il allait faire son parcours. Respect, rien à dire. Même, je me rappelle, on parlait de Colomoni qui pouvait jouer sur un côté. Je me dis, ouais, sur un côté, ouais, bon. Quand il était encore à Nantes. Je te jure, gros. Je dis pas qu'il est le plus tranchant. Non, mais il peut, oui. Non, il n'y a pas à dire. T'avais largement raison. Il est ça. Mais Chelsea, ils sont pas dessus. Le pire, peut-être qu'il y avait United, j'ai vu Bayern. Là, Chelsea se sont placés pour acheter les 15 points en moins de la Juve. Là. Il y a quelqu'un qui a dit ça sur Twitter. Bruce, très rapidement, si jamais tu as des choses à nous dire pour la Serie A, peut-être. Milan, il joue la Lazio. Attends, c'est demain. Du coup, ils n'ont pas joué ce week-end. Après, de toute façon, on va dire que les gros ont à peu près fait le taf. Il y a eu match nul entre la Juve et Atalanta. Ouais. Ça, c'est neutralisant, sachant que la Juve était sur une grosse série. Ils étaient sur une grosse série. 8 matchs sans perdre. Sauf Naples, c'était fait tuer contre Naples. Mais sinon, ils étaient sur une grosse série. Mais là, ils n'ont plus trop le droit à l'erreur. Et ce match nul qui arrange un peu les premiers du classement pour les places européennes. Donc voilà, mais ouais, on va dire que ça redistribue un peu les cartes, mais la Juve, faut peut-être pas les enterrer complètement, parce qu'on a vu, ils étaient capables de faire une série de 6-7 victoires d'affilée. Si jamais ils en refont une, ils peuvent potentiellement recoller à la 4e place, tu vois, on sait jamais, mais ça va être dur quand même. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu passer, mais Beansport ne diffuse plus les matchs de l'Atalanta à cause de leur sponsor. À cause de leur sponsor, exactement. Donc, pour voir les matchs de l'Atalanta, ça va être un petit peu compliqué. Messieurs, ils vont le virer leur sponsor, c'est obligé. L'Atalanta, ils s'en battent les couilles. Bah oui, ils ont rien à voir. En gros, c'est autorisé par la Ligue italienne. Mais en gros, je crois que Bean, avec les règles françaises, ne peut pas. Oui. En gros, je crois que le sponsor, c'est plus 500 et c'est un machin, je crois, de trading. C'est la promotion de trucs qui sont interdits en France, donc forcément, ils ne peuvent plus passer leur match. Il y a très longtemps, ils avaient fait ça avec la F1 aussi, avec le McLaren et Marlboro. Du coup, ils pouvaient plus diffuser la F1. Et c'est Ferrari aussi, Marlboro, pendant très longtemps, je crois. Non. C'était pas Ferrari, Marlboro ? La voiture rouge et blanche. Moi, je vois Ferrari aussi. Avec le. Non. Ça peut être les deux après, tu vois. Sûr que non. Jürgen, il doit changer de nom aussi ou pas ? Zanolli. Pardon ? Non, je vais pas la tenter une deuxième fois, celle-là. Ils disent Ferrari, mais Ferrari, c'est tout rouge. Messieurs, très rapidement. Il y avait du rouge et blanc, moi aussi, je vois. Mais non, elle a jamais été avec le truc blanc, la Ferrari. Enfin, après, peut-être. Mais c'était jaune, je crois. C'était du jaune sur le rouge, il me semble. On vérifiera après, messieurs. Très rapidement, on se regarde le tirage de la Coupe de France parce qu'il est tombé. Poineau, quand tu veux, tu nous envoies ça. Et donc, a priori, me plaît, donc il est bon. On devrait avoir un PSG-OM qui devrait tomber sur le tirage. Je te laisse le commenter, Bruce, parce que je vois pas.
Non, mais. PSG, pays de Cassel, pourquoi pas? Non, mais. Oui, bon. Après, Non, c'est non, c'est à Marseille le match quand même. Oui, c'est à Marseille. Oui, Mais Tout en il y respectant. a des gros matchs. Hein. Moi, le tirage, je vais pas mentir, il me plaît parce que t'as Lyon-Lille, ça va. Tu sais, il y a des grosses équipes qui jouent. Bon, Nantes, ils jouent à Angers. Lyon-Lille. Même si c'est de la Ligue 1, tu te dis c'est un match. C'est la Ligue 1, Angers? Non, mais c'est un match où ça peut se taper, tu vois. Ok. Et Marseille-Paris, par contre, ce qui est bien, c'est qu'il y a de la casse. Et le Lorient-Lens aussi. T'es Marseille, t'es l'OM, t'es dans une grosse saison comme ça, machin nana. T'es en course encore pour la Ligue 1, mais t'as envie de te péter un bon vieil espoir de titre. Franchement, vous sortez le PSG dès maintenant à 10 ans. le match. Vous êtes bien. Hein. Il va tomber entre les matchs de LDC et tout. Est-ce qu'on a les dates, Poineau? Si, ça va tomber Moi, à un moment. je suis saoulé, je vous dis la vérité, je suis saoulé. On prend Rennes, on prend Mais là. ça va tomber à un derrière, moment on va prendre Lille ou Lyon, et puis derrière, à chaque fois, on va vous élimine. Après, Lyon gagne son premier titre depuis 10 ans. Ouais. Apparemment, juste avant le Bayern. Ça va tomber à un bon moment pour vous. Par contre, nos trolls, c'est sur le PSG. Derrière, le casting, il est quand même plutôt ouvert, parce qu'il y a plus grand monde, quand même. Il y a plus grand monde. On est là, ma gueule, on est là. Respecte Nantes qui est le tenant du titre. Il y a le tenant du titre. Respecte un peu. Non, mais quand il y a plus grand monde d'équipes qui me font peur. Après, je dis pas que c'est des équipes de peintres, hein, mais. Il recommence. Enfin, si, peut-être que le pays de Cassel, oui, mais les autres, non. La date que j'ai, moi, c'est le 8 février. Ouais, mercredi 8 février. Voilà. Oh là là. Bon, écoutez, voilà, ça c'était pour le tirage. On se fait un petit chronogate. Il y a Lens, évidemment. On a 3 minutes avant la fin de l'émission. On avance, jingle Poineau. C'est parti. Ah, il n'y a pas de jingle. Ah oui, bah oui, c'est vrai. Ok, pas de jingle. Ouais, désolé. Messieurs, très rapidement, avec notre partenaire Winamax, on va se regarder le classement parce que ça y est, du coup, on a un premier classement pour ce nouveau Pronogate Made in Wina pour cette saison. Juste avant, je vous rappelle que les paris sportifs sont interdits aux mineurs. Attention, on parie que si on est adulte et on parie en étant raisonnable. Voici le nouveau classement. C'est Kanto qui. Tu as passé ton my match. Ah, le chat, absolument pas. Non, absolument pas. J'étais pas loin. J'avais mis Marseille contre Rennes déjà, donc ça fait un point. Ensuite, j'avais mis match nul Liverpool-Chelsea, donc ça fait un point. Et j'avais mis Arsenal gagnant, donc ça me fait 3 points. J'ai pas passé le my match. Je crois que j'avais mis le même que Bruce. J'avais mis Arsenal avec au moins 2 buts d'écart, donc j'ai pas passé le my match. Putain, t'es pas loin de le placer. Moi, j'avais mis Arsenal 2 buts d'écart. Et le chat qui est dernier du classement, ça me plaît beaucoup. Ça me fait plaisir, moi. Voilà, donc vous le voyez, Kanto qui est premier de ce premier classement. Sur les matchs de la semaine, on vous affiche ça à l'écran. On a un Lazio. La seule fois où tu seras devant. Milan, Lorient, Rennes, Naples, la Roma et Manchester City, Arsenal. Voici toutes les cotes. On regarde le récap de chacun des membres de l'équipe. Alors, je suis le seul à mettre Lorient. On a Bruce, Kanto et Scipion sur Manchester City. Zal, tu as tenté Arsenal contre Manchester City. T'es couillu. Un nul pour moi. Tout le monde a mis Naples, sauf moi aussi. Tu t'as pris ta tête, tu l'as roulé sur le clavier ou c'est Non, mais je me rends compte qu'en fait, j'avoue, je suis allé complètement aux antipodes de vous. Non, je vote pas au pif. Mais comment Naproma, tu es obligé de mettre Nap, même parce que c'est Mourinho et parce que je me dis, il va tenter un truc. Braque, il a fait un flash. Je tente. Ah ouais, c'est ça. Il a fait un rapido au tabac, là. Allez. Et Manchester City Arsenal, c'est de la FA Cup. C'est de la FA Cup et en général, dans la FA Cup, t'as parfois des matchs nuls. Donc je me suis dit, match nul. Oui. T'étais sobre? Non, c'était. Je te jure, j'étais à 0 grammes. 0,0. Le problème, il était lucide. Personne n'a mis la Lazio, ils sont à domicile, la Lazio. Milan, moi j'ai mis nul, ce que j'aime pas comme ça, un club que j'aime. Milan, en ce moment, c'est catastrophique. Donc, déjà, je me suis basé sur ça, sur ce que tu disais dernièrement. Et la Lazio, ils sont à domicile, et la Lazio, c'est pas mal. Et la Lazio, s'il gagne, ça sera la logique veut que la Lazio gagne le match. Ça me rassure. Vous avez vu les My Match, bien sûr. Et c'est lequel, Poineau, c'est le 4e qui a été choisi, c'est ça? Ok, alors on fait le sondage. On fait le sondage en direct sur le chat. Vous votez pour le My Match du FC Guez. Et on regardera très rapidement le qui a été choisi. Donc le My Match, je vous rappelle le principe du My Match. Vous allez sur le site et puis vous pouvez créer une combinaison de pronostics sur le même match. Et derrière, ça vous donne une cote entre 3 et 5. Et si vous avez une cote au-dessus de 5, vous pouvez marquer 3 points. Et c'est le 4e My Match qui a été choisi, c'est celui de Kanto. Ok. Bah, voilà. Je suis plutôt d'accord avec celui de Bruce. Moi, en fait, c'est 3 points. Pour être honnête, je vois 2-1 ou 3-1 pour l'OM, avec l'OM qui ouvre le score, qui se fait égaliser. Et tu vois, derrière, on arrive à dérouler. C'est le scénario que je m'imagine.
Et c'est vrai que au final, c'est ce qu'a mis Bruce, mais pour une cote un peu plus élevée. Mais oui, le mien est bien. Les deux équipes marquent avec une victoire de l'OM. Ça colle. Je vois un match où il va y avoir des buts. Je pense que l'OM va quand même en prendre un, mais il va en marquer plusieurs. Donc voilà, très bon choix du côté du chat. Très bien, messieurs, merci beaucoup. On s'arrête là pour hors-jeu. On se retrouve à 21h donc pour la Toti French Battle. Ce sera sur la même chaîne, sur la chaîne de Bruce. Le tenant du titre ici va venir le remettre tenant en du jeu. titre est bien présent. Il va revenir avec son petit trophée. D'ailleurs. Et avec une équipe différente. Je peux un petit instant pour la fin? Je t'écoute, Zach. Ok. Petit instant promo. Ouais. Demain, je reçois Amaury Delerue dans un corps au libre, ancien arbitre arbitre de Ligue 1 qui a arrêté il y a 3-4 mois à peu près. Ouais. Donc ça va être intéressant d'avoir le parcours d'un arbitre de Ligue 1 et c'est à 18h sur ma chaîne. Si vous avez envie de venir entendre parler d'un arbitre et de son parcours, de comment on fait pour devenir arbitre, ses avis, l'après-carrière et tout. Donc voilà. Tu vas le brosser dans le sens du poil ou tu vas un peu lui rentrer dedans? Non, je peux faire ce que je veux. Ok. Mais après, pour moi, moi mon but, il a la retraite, l'arbitre. Il a la retraite, donc il peut parler. Mais après, surtout, c'est même pas la question. C'est que moi, je veux vraiment savoir comment on devient arbitre, comment on gère des matchs, des anecdotes de joueurs, qu'est-ce que c'est la vie, tu vois, etc. Son avis sur l'arrivée de la VAR, sur les micros, plein de trucs comme ça. Je lui parle du côté pédagogique, on a l'impression que parfois les arbitres c'est des cow-boys, etc. Peut-être que ça peut être intéressant. En vrai, si derrière il est chaud pour venir dans hors-jeu, si tu peux lui glisser, hésite pas. Viens demain parce que 18h. Ça fait quand même très longtemps qu'on espère recevoir un arbitre dans l'émission et on a justement plein de questions à poser. En tout cas, bravo. Va falloir me mettre une muselière alors le jour où on va attraper un arbitre parce que ça sera le premier, il n'y en aura plus aucun qui va vouloir revenir. Vous avez la chaîne de Zach dans le Twitch, dans le chat, pour justement suivre cette émission. Merci beaucoup à vous. On se retrouve à 21h donc, si jamais vous allez manger et vous revenez. On sera là, grosse soirée, gros show match. Merci Bruce, merci Zach, merci Kanto et à tout à l'heure, 21h. Merci à vous. Ciao.